C'est parti, les 20h30. Bonsoir à tous les amis, très heureux de vous retrouver en direct ici sur Twitch, le stream après les copains avec Genius et le récap. On est parti pour 2 heures. 2 heures de chat, on va être ensemble. Vous me posez vos questions, vos réponses. On va être ensemble pour échanger sur toute l'actualité internationale. À l'instant, FA Cup, Leicester vient de battre Chelsea, de remporter sa première FA Cup. Il y a eu des matchs de fous furieux un peu partout en Europe. L'un des titres forts de la soirée, c'est ça les amis. On va aller prendre le pouls du côté de Barcelone, avoir les dernières informations transferts et notamment qui concernent Depay ou encore le Kun Agüero qui devrait débarquer du côté du FC Barcelone. On a également des informations sur le départ ou non de Zinedine Zidane du Real Madrid. Et puis je vais répondre à toutes vos questions via le chat, bien évidemment. J'ai la petite tablette avec moi et via les réseaux sociaux. Je suis branché, là, connecté sur Twitter pour avoir toutes vos interrogations. J'ai déjà quelques petites questions croustillantes qui arrivent. La salle des machines est prête. On va jeter un coup d'œil autour de Monsieur Cardel avec Morgane, avec Lucas, avec Thomas, avec Guillaume. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Ils sont là les gars. Salut à tous et merci une nouvelle fois de nous accompagner pour pouvoir vous proposer ce petit programme. Alors comment ça va se passer? On va découper ça en mode de 30 minutes. On va passer de l'Italie à l'Espagne et finir par l'Allemagne. J'attends vraiment toutes vos questions et n'hésitez pas, je vais absolument répondre. Je vais tenter de répondre à tout ce que je peux. On va filer tout de suite direction l'Italie et aller retrouver notre magnifique Michela Macali qui est avec nous. Michela, buonasera. Ah, on ne reçoit pas ton son, Michela. Je ne reçois pas ton son. C'est le jeu, c'est le jeu. Toujours pas, vas-y. Est-ce qu'on t'entend pas? On t'entend toujours pas. On t'entend toujours pas. On t'entend toujours pas. Toujours pas. Il faut que tu relances, je pense. Vas-y, relance. Et il n'y a pas de souci, on se réinstalle, nous. Ok? Bon, pas de souci. C'est la règle du direct, hein, les amigos. C'est la règle du direct. Il y a déjà des petits messages qui arrivent. On va filer du côté de l'Italie, vous l'aurez compris, avec aujourd'hui un match qui était absolument fou, qui était attendu entre la Juve et l'Inter, avec le titre fort qui était là à la une de la Gazzetta dello Sport. La Juve est entre les mains de Conte. Conte, l'ancien entraîneur de la Juve, aujourd'hui entraîneur de l'Inter, sacré déjà champion d'Italie, vous le savez, et qui avait du coup le destin de Pirlo entre ses mains. En cas d'échec face à l'Inter aujourd'hui, il était d'ores et déjà assuré que Pirlo pouvait même finir sa saison dès ce soir. Vous imaginez la folie du côté de la Juve. Je peux d'ores et déjà vous donner le résultat puisque la Juve s'est imposée face à l'Inter 3-2 dans un match de faux furieux. Il y a du Let's Go Leicester de la part d'Atomic Warrior. On va parler du foot anglais également tout à l'heure. Michela, est-ce que tu m'entends? Non. Si tu mi senti, Alex? Magnifique, je t'entends. Non? Je t'entends. Ok. Buonasera. Est-ce que ça va bien? Excusez-moi. Non, excusez-moi parce que je voudrais faire une surprise à toi et les amis sur la France. Tu reconnais ça? Qu'est-ce que c'est? Bien évidemment. Tu es à Milan, là? Oui. Bien sûr. Bah, tu connais ça? San Siro. Magnifique. Magnifique. Ça fait du bien de le voir encore parce que d'ici à quelques temps, ce stade va être démonté pour refabriquer une nouvelle enceinte du côté de Milan. Donc c'est un stade absolument illustre qui avait été construit pour la Coupe du Monde 1990. Un stade, un véritable monument du football. Véritable fou. Tu es où là? C'est la cathédrale. Ici, on l'appelle la cathédrale del calcio. Vous connaissez San Siro pour l'AC Milan et l'Inter aussi. Plusieurs des Champions League, la Coupe du Monde. Voilà. Moi aussi, toutes les fois que je vais à San Siro, quand c'est vide, c'est une émotion extraordinaire. Bon, la première chose, Michela, je montrais la une de la Gazzetta dello Sport de ce matin avec effectivement le destin de la Juve et le destin, oui, de Pirlo qui était entre les mains de Conte. Absolument incroyable. Lui, l'ancien de la Juve qui détenait entre ses mains le sort de Conte. Il y a plein de messages déjà qui arrivent, Michela, parce que ce match a été absolument fou, on va le dire tout de suite. Victoire de la Juve 3-2, des exclusions, des cartons rouges. Et il y a tout de suite un message de Sultan Cher qui nous dit la Juve contre l'Inter, c'était le retour du Père Noël à Turin. L'homme du match a été l'arbitre. Ça a été un match de dingue.
Oui, et toutes les fois qu'en Italie on parle de la Juve, on va dire l'arbitre toujours qui va aider la Juve. C'est comme ça en Italie, hein? C'est vrai. A été une match très important parce que vous savez qu'il y a pour la Juve des points fondamentaux pour la Champions League, mais maintenant il faut attendre le Milan qui va chercher demain une victoire contre le Cagliari parce que c'est pas sûr que la Juve va prendre la Champions League. Et pourquoi le titre dit Conte donne l'importance à la Juve? Et nelle mani, c'est dans les mains de Conte la Juve parce que par ce match, Conte peut donner des points en plus pour amener la Juventus à la Champions League. Mais pour l'instant, il faut attendre le Milan demain. Alors, je montrais effectivement le classement, Michela, avant la journée, hein, avant Ouais. ces matchs, les amis, avant ces matchs. Donc l'Inter avait 88 points, l'Atalanta, magnifique, on va en reparler de l'Atalanta, parce que l'Atalanta s'est imposée aujourd'hui. Voilà, la bataille, elle était là pour les places de la Ligue des Champions la saison prochaine. De l'Atalanta jusqu'à la Lazio, qui a un match en moins. 1, 2, 3, 4, 5 équipes engagées pour aller prendre ces 3 places-là. C'est ultra chaud. La victoire de la Juve permet momentanément, effectivement, comme le disait Michela, de repasser dans cette zone bleue, mais il faut attendre les autres matchs, bien évidemment. Ouais. Michela, je voulais qu'on parle ensemble de l'actualité, et puis je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent, à commencer par l'actualité de l'Inter. Je vais te montrer l'essentiel des titres de cette Oui. semaine, et notamment ça, en page intérieure, on nous montrait réellement que l'Inter est dans une phase économique très compliquée, on en a déjà parlé. La Gazzetta qui titrait cette semaine « La diète de Zhang ». Vraisemblablement, Zhang n'est pas prêt à payer les primes, les bonus pour le titre de champion. Il y a même 2 mois de retard sur les émoluments pour certains joueurs. Et ça a créé une crispation en interne, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, Marotta, vous savez que je l'estime beaucoup. Il a demandé et lundi, il va faire une table ronde avec les autres clubs de Serie A pour demander une chose, ou faire 2 salaires moyens pour tous les clubs de la Serie A ou faire une chose qui va faire des petits morceaux de salaire jusqu'à décembre. Il faut attendre lundi qu'avec la fédération, tous les clubs de Serie A vont choisir une loi qui ça passe et ça marche pour tous les clubs, pas simplement pour l'Inter. Ça, c'est vrai que ce que tu as dit, parce que c'est un choix pour sauver les salaires. Je te donne une autre chose. J'ai écouté, comme toujours pour toi et les amis, qu'il y a une moitié des top players de l'Inter qui vont tromper la carrière à l'Inter, qui sont Vidal, Sanchez, Kolarov et D'Ambrosio, qui vont départir pour donner de l'argent en plus dans les casses, dans la banque Inter, pour payer les autres salaires. C'est une situation économique difficile, on connaît déjà pour le Covid, mais c'est pas simplement pour l'Inter. Et comme tu connais déjà, on parlera peut-être plus tard pour la Juve aussi. C'est pas simplement l'Inter. Michela, d'ailleurs, je te pose tout de suite une question, parce que tu l'auras compris, moi j'ai la petite tablette avec moi, vous posez vos questions et je les pose en direct à nos correspondants. Michela, il y a Kefa 813 qui nous dit « Comment un club qui sportivement va aussi bien peut aller aussi mal financièrement ?» J'ai d'ailleurs là une nouvelle fois les pages intérieures de la Gazette où on voit d'un côté Zhang et de l'autre côté Conte qui lui veut déjà préparer la saison prochaine, mais vraisemblablement si Zhang ne lui donne pas les moyens financiers, peut-être que Conte peut partir, hein? Oui, Conte, mais aussi Marotta, à mon avis. Vous savez, ce sont des grands dirigeants, des plus forts entraîneurs internationaux, Conte, comme je crois Ancelotti, Cannavaro, maintenant c'est proche à la Juve, on en parlera après. Oui, il y a des changes. À mon avis, à mon avis, hein, de Michela, c'est un problème de gestion économique et financière. Il y a des salaires trop grands, trop important. Vous pouvez voir Vidal qui ne joue pas beaucoup, Cristiano Ronaldo à la Juve, ce sont des salaires très très hauts. Et si vous voyez mon Atalanta, parce que je suis de Bergame, qui a des salaires plus bas, mais une gestion peut-être qui donne plus de tête, de stratégie. Parce qu'il ne faut pas penser simplement, je vais payer en plus un joueur parce qu'il s'est fort. L'argent maintenant, ça veut dire
pas qu'un joueur c'est plus fort. Alors, peut-être que c'est une gestion financière particulière. Ça, je ne veux pas toucher, vous connaissez Giuseppe Marotta, parce que Marotta, vous savez, où il va gagner. Marotta a gagné beaucoup à la Juve, il a changé avec l'Inter, il a gagné encore. C'est pas une gestion organisative du staff, mais peut-être c'est un problème, pas d'un club, mais global de l'Europe pour les salaires je ne sais pas, de la UEFA, etc., qui sont très trop hauts pour maintenant, pour l'instant, avec le Covid, qui c'est une situation très problématique, mais pour tout le monde, pour la France, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, c'est pas un problème de l'Inter simplement. Hein. Ok, c'est pas des mauvais choix des clubs, parce que je veux souligner l'estime pour Marotta qu'il gagne toujours, mais ce sont peut-être des choix qu'il faut que la UEFA ou la FIFA vont prendre pour tout le monde, parce que c'est une période malheureusement particulière. Alors, il y a Kefa qui, du coup, apprécie tes commentaires, là, Michela, et qui dit, du coup, c'est le club qui jette l'argent par les fenêtres ou le propriétaire qui met pas assez d'argent. Alors, Kefa, il faut savoir que la famille Zhang a prospecté à droite, à gauche pour aller chercher des nouveaux fonds. Il y a un fonds américain, là, qui arrive normalement autour de 200-250 millions d'euros, mais déjà une grosse partie devrait être injectée, effectivement, dans les émoluments des joueurs, avec des retards, comme l'a précisé Michela. En complément d'infos, sachez que Vidal, vous l'avez vu dans la revue de presse sur YouTube cette semaine, Vidal est très intéressé et très intéressant pour l'Olympique de Marseille. Sampaoli l'adore à Marseille. Il aimerait bien essayer d'aller l'amener du côté de l'OM. Michela, je te montre une nouvelle fois ce papier là avec d'un côté Zhang et de l'autre côté Conte. On voyait également la fête puisque Zhang était à Milan pour faire la fête au centre d'entraînement de l'Inter avec tous les joueurs et Conte. Oui. Et on a vu ces unes où on a vu ce ring de boxe artificiel, où on a vu Lukaku comme un arbitre, d'un côté Conte, de l'autre côté Lautaro. Je rappelle les faits. Lors du dernier match, Conte a sorti Lautaro. Lautaro n'a pas du tout apprécié sa sortie, il l'a fait savoir. Conte l'a appelé au respect. Et du coup, le lendemain, au centre d'entraînement, pour faire taire toutes les éventuelles critiques sur l'atmosphère de l'Inter, eh ben, ils en ont rigolé. Ils ont organisé un match de boxe virtuel, comme ça, artificiel, avec Lukaku comme arbitre. Ça, c'est pour dire, Michela, que tout va bien. Et pour autant, on sent, Michela, que Lautaro, qui a changé d'agent, qui n'a pas prolongé encore, plus les problèmes économiques, pourrait quitter l'Inter l'été prochain. Alors, à mon avis, l'importance de la boxe, comme tu as dit, entre Conte et Lautaro, va confirmer combien Conte va donner de l'importance au championnat. Okay, de l'importance à l'Inter, du championnat, de l'image, du sport, du titre. Ça, c'est très important. Puis, c'est vrai que tu as dit que Lautaro va voir s'il y a des autres places parce que peut-être qu'il y a des problèmes financiers à l'Inter, mais à mon avis, c'est dangereux pour l'instant voir des autres clubs parce que je sais, en Italie, un des clubs les plus équilibrés économiquement, ce sont par exemple l'Atalanta. Mais un joueur comme Lautaro, ben c'est l'Atalanta. Voilà, c'est un problème, une question qu'il va se poser lui et son agent. Mais à mon avis, c'est très difficile d'essayer une club top d'élite qui est tranquille économiquement maintenant. C'est pas un problème, je vais répéter, de l'Italie. Malheureusement, c'est un problème du monde maintenant, c'est pas de l'Inter. Je ne sais pas où il veut quel club va choisir, où il veut aller. C'est un problème à mon avis et il n'y a pas de clubs très sûrs. En Italie, ce sont très peu et surtout, ce sont les clubs plus sûrs, ce sont les clubs qui ont des salaires qui sont la moitié de l'Inter, de la Juve,
etc. Il y a Et pas, tu il le y a pas mal, il y a sais. pas mal, Michaela, de gens là qui parlent des pistes possibles pour Lautaro. Et à juste titre, il y a Franck Ico qui nous dit Lautaro peut-être à City pour remplacer Agüero. C'est pas bête du tout ça, puisque le Kun Agüero s'en va. Lautaro toujours dans le viseur du Barça, nous dit Dracula. Il y a pas mal de sons de cloche assez pertinents là concernant la destinée possible de Lautaro Martinez. Pour terminer avec l'Inter, essayons d'être incisifs. Là, Michaela, je montre les derniers articles pour montrer qu'effectivement on revient sur ce côté où on voit la courbe qui montre que depuis l'arrivée de Conte, l'Inter a rattrapé son retard sur le nombre de points qu'il avait avec la Juve pour aujourd'hui le dépasser et être largement devant. Conte voulait mettre KO la Juve aujourd'hui, ce n'est pas le cas puisque la Juve s'est imposée. Je voulais vous montrer ça également parce qu'il y a eu une fête qu'on a appelée en Italie la fête abusive, parce qu'après le match face à Rome, Oui. les joueurs de l'Inter se sont retrouvés dans un restaurant, dans un hôtel qui s'appelle le Square au milieu de Milan. Il y avait Lukaku, il y avait Hakimi, il y avait Perisic, Ashley Young. Je peux vous dire que ça n'a pas du tout plu à Beppe Marotta qui va sanctionner financièrement notamment ces joueurs. Ça, c'est une affaire à suivre. Dans le même temps, Michaela, l'autre équipe de Milan, heureusement, c'est un peu rattrapé ces derniers temps, hein, grâce à Pioli, grâce à sa super victoire sur la Juve 3-0 la semaine dernière, ce super Milan. On a aujourd'hui un Milan qui a réussi à redresser la barre et à faire que ça redevient une équipe compétitive. Hein. Oui, c'est une équipe compétitive parce que tu vois le classement. Après ce week-end, on a l'Atalanta, la Juve, le Milan, se sont très très proches. C'est très compétitif. À mon avis, c'est un championnat particulier parce que pour les tampons, les blessures a été drôle. C'est comme un championnat, mais ça s'appelle gioco calcio en Italie aussi, ça veut dire que les choses étranges on n'est pas capable à voir après, ils font part de cette jeu. Alors, le Milan, pour l'instant, il est proche, hein, il peut jouer demain ici à San Siro. Je te montre le match, il peut faire encore des points. Et pour l'instant, c'est pas sûr que le Milan ou la Juve vont en Champions League. Et on va faire demain. C'est pour ça que si tu vas dire que c'est compétitif le Milan, je dis oui. Regardez d'ailleurs justement, si Milan récupère cette Ligue des Champions, assez de fonds financiers, là, grâce aux 50-60 millions d'euros qui vont arriver, pour prendre les Tomari, de garder Donnarumma du côté de Milan alors qu'il devait filer du côté de la Juve. Également, Brahim Diaz, le petit joueur prêté par le Real Madrid, lui pourrait ainsi rester à l'AC Milan. La grosse nouvelle qui est tombée, Michaela, ça il faut en parler, c'est ici en bas, Zlatan Ibrahimovic. Très mauvaise nouvelle pour lui, puisqu'il ne pourra pas terminer la saison. Il a passé un petit coup de téléphone à son médecin qui est aux États-Unis, qui lui avait déjà opéré le genou gauche. Et finalement, il est out pour l'Euro, Michaela. Pas d'Euro avec la Suède pour Zlatan Ibrahimovic. Oui, c'est grave, parce que vous savez, pour le Milan, Zlatan, mais pour aussi toute la Serie A, Zlatan, c'est une homme d'image, de force. C'est un dommage de ne pas voir Zlatan dans la coupe. Je veux donner une bocca al lupo à lui parce que sur le terrain, il fait encore de la différence, même si pas si jeune contre les autres joueurs. J'espère de le voir encore en force à Milano et voilà, il donne de la qualité à la Serie A. C'est très très important, Zlatan. En parlant de King comme ça, de boss, Michaela, on a eu cette nouvelle également sur Gigi Buffon. Incroyable. Il a fait ses adieux cette semaine, le grand Gigi. Il a fait ses adieux amers, comme on le voit à la Juve. Lui qui était de ce démarrage là quand la Juve a pris tous ses titres sous l'ère Agnelli. Et on nous a annoncé durant ces dernières 48 heures, Michaela, que José Mourinho pourrait lui tendre la main du côté de l'AS Roma. Est-ce que tu imagines toi, Buffon aller à Rome? Alors, première chose à dire, Buffon, c'est une institution, c'est un joueur extraordinaire qui a donné beaucoup de joie à toute l'Italie, hein, avec l'équipe nationale, avec l'Italie. Buffon, il faut le penser comme institution sportive.
si je ne sais pas, la Roma, l'Atalanta, c'est une question personnelle, opinion personnelle. Je ne peux pas dire que Buffon c'est mieux à la Roma ou l'Atalanta ou rester à la Juve. Il faut tous les fois dire si Buffon avec son âge, c'est juste pour faire encore la Serie A, parce que c'est très lourd de jouer avec des coéquipiers qui ont la moitié des ans. Hein. C'est très difficile, je crois, aussi pour la mentalité, la psychologie. Tu sais, faire l'entraînement tous les jours avec des joueurs qui ont 20 années, c'est lourd pour lui aussi. J'espère pour lui, comme je suis une ex-athlète, je lui donne de la confiance, j'espère pour lui les meilleures choses, mais c'est très, très lourd. Peut-être qu'il va faire le gardien, pas le premier gardien titulaire, peut-être le deuxième, sûrement avec ses qualités, avec son expérience, dont de l'imprinting en plus dans les clubs. Ça, c'est sûr, et tu peux dire le même. À une carrière, une expérience dans l'Europa League, la Champions League, qui peut donner une aide dans la vestiaire, sûrement dans tous les clubs. Ça peut être une force pour la Roma ou un autre club. Il y a Jean Twitch qui nous rappelle que Barthez avait signé à Nantes début 2000. C'est effectivement une bonne comparaison. Jean, tu as raison. Il y a Tabasman qui nous dit Buffon signera à la Roma si Totti revient aussi. Il y a des gens qui veulent croire encore à Buffon qui resterait en Serie A. Il y a John 2187 qui nous dit ce péno arrêté cette semaine. Effectivement, il a raison John, parce que cette semaine, ça a été une semaine absolument particulière pour la Juve. Tout d'abord avec effectivement cet échec à domicile face à Milan 3-0 qui marquait, vous le voyez, la fin, ça y est, finito pour Pirlo du côté de la Juve. Oui. Et puis finalement une victoire face à Sassuolo 3-1 pour dire que la Juve allait se battre jusqu'au bout pour les places Champions League, avec au passage le 100e but en Serie A et de Dybala et de Cristiano. Et à 0-0, il y avait encore 0-0, Buffon a arrêté un penalty face à Berardi, l'un des meilleurs buteurs de Sassuolo, et c'était comme un cadeau d'adieu de la part de Gigi Buffon. Un peu trop tard pour Pirlo cette victoire, et du coup on s'interroge sur le futur coach. Est-ce que Zizou, Michela, on aura tout à l'heure Pablo Polo qui est du côté de Madrid qui nous donnera ses informations, mais est-ce que tu penses que Zizou peut, oui ou non, débarquer à la Juve cet été? Alors, dans cet été, j'écoutais les voix et je te dis, pas Zizou. Ils ont des Italiens plus proches que la Juve que Zizou. Dans les voix que je vais écouter pour vous dans la Serie A, j'écoutais Cannavaro. Si Lippi va être le directeur technique, je vais écouter Inzaghi, mais je n'ai pas écouté Zizou. Ouais, donc pas vrai. Selon les informations italiennes. Je suis sincère. Selon les quelques sources italiennes avec Michela, ce ne serait pas Zizou. On aura un complément d'information dans quelques temps à Madrid. Peut-être Allegri, comme tu disais, peut-être Allegri, que tu vois dans ton image, peut-être Inzaghi, mais peut-être aussi Cannavaro avec Lippi. Marcello Lippi, tu sais, il a gagné avec Cannavaro la Coupe du Monde, etc. Ils ont une lien technique, psychologique qui peut faire la différence. Pour l'instant, je n'ai pas écouté des choses très sûres sur Zizou ici. On aura Pablo dans quelques minutes pour faire le point sur la situation à Madrid. Je voulais vous montrer également cette information, parce que sur Twitter, vous me posiez énormément de questions sur la situation économique de la Juventus. Sachez que la situation est compliquée également, comme à l'Inter. Oui. Regardez juste ce barème-là, ces différentes courbes, pour vous montrer là, les 3 bâtons rouges. Ça marque les pertes de la Juve sur les 3 dernières saisons. Elles étaient l'année dernière à moins 90 millions d'euros. Et là, il pourrait perdre encore 90 millions s'il venait à ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Ce serait une catastrophe économique. D'ailleurs, la Juve, regardez, ça c'était un papier durant ces dernières 48 heures, pense, comme pour l'Inter, à négocier pour les prochains émoluments lors des prochains mois avec pas mal de joueurs de la Juventus de Turin. La Juve veut
veut demander le report des salaires. Mais ça, ce sont des choses qu'ils vont discuter dans une table ronde, comme je te disais, lundi, avec la Fédération Italiana Gioco Calcio. Michaela, je voulais que Pour tu tous les clubs, une chose pour tous les clubs. je voulais que tu nous éclaires également sur ton club. On va rappeler que tu es de Bergame. Donc l'Atalanta Bergame, et là c'est mérité parce que l'Atalanta s'est imposé aujourd'hui. Ça, c'était le dernier classement, et donc c'est sans compter les points d'aujourd'hui. Sans compter les points d'aujourd'hui. On est en Champions League. L'Atalanta qui officiellement sera en Champions League la saison prochaine. L'Atalanta qui est énorme, qui a battu son record de points historique qui datait de 2019-2020. Non, scusa, Alex. Écoute, ici Philippe Doucy m'a dit 4-3, pas 4-2. Excusez-moi, l'Atalanta aujourd'hui 4-3. Exactement, exactement. Mais Philippe, on le chopera tout à l'heure, Philippe. On vous montrera. Tout à l'heure, Philippe, ici. On vous montrera. Dis-moi juste, quelles sont les forces de l'Atalanta? Parce qu'on s'en souvient de l'Atalanta qui avait joué sur la scène européenne il y a quelques temps. Là. On les avait perdus un tout petit peu de vue ces derniers mois, la formation de Gasperini. On voit que l'ami Muriel a été élu meilleur joueur du mois d'avril. Qu'est-ce qui fait la force de cette Atalanta, toi qui es de Bergame? Je suis de Bergame. J'écoutais hier soir quand tu m'as dit on va parler de toutes les équipes italiennes. Alors voilà, j'ai commencé à faire WhatsApp partout. Sur l'Atalanta, je veux dire qu'il y a beaucoup de points forts. Voilà, les supporters, ce sont moins que les autres clubs internationaux de la Serie A, mais on est, quand tu connais Michela, on est très très fort, très citoyen de Bergame. Ok, on est des grands supporters, on a beaucoup de mentalité, orgueil, voilà. La force de l'Atalanta, sûrement, c'est la famille Percassi, qui c'est le président, Luca Percassi, l'administrateur délégué de l'Atalanta, qui sont toujours donnent toujours de l'importance au secteur de la jeunesse. Toujours, l'Atalanta est connue il y a, à mon avis, 20 années à peu près, qui est toujours l'Atalanta. Tu as dit du Milan, que si, il est parti de l'Atalanta pour aller puis au Milan. Il donne de l'importance aux joueurs jeunes. Et c'est vrai, comme tu as dit, l'Atalanta, parce que c'est fort. Il a des points forts, oui. Je te donne des références, peut-être, qui c'est une club, on va dire, provinciale. Ça veut dire de la province de Bergame. Mais il a une force, une humilité, une grande... Et Gasperini, il a utilisé beaucoup de mentalité parce que, tu sais, c'est plus facile avoir une équipe avec le même niveau de mentalité, et comme entraîneur, tu vas donner de l'importance à chaque joueur parce que pour toi, les joueurs, ce sont tous les mêmes, tout le même niveau. Au contraire, si tu vas dans un club plus grand comme la Juve ou l'Inter, tu as beaucoup de stars, top players. C'est pas le même, hein. C'est très difficile. Ménager des top players, beaucoup de niveaux, rivalité entre le vestiaire aussi peut-être. À l'Atalanta, on n'a plus d'équilibre. Merci à Gasperini qui a donné beaucoup d'importance à toute l'équipe. Merci à la famille Percassi qui donne de l'importance et aussi économique parce que vous connaissez, Percassi c'est le président, mais aussi le main sponsor c'est le groupe Radici Group que je connais parce que il fait, merci à eux, beaucoup de déports dans la province du ski, l'athlétisme, il fait beaucoup de choses, mais il donne de l'importance économique. À mon avis, c'est juste qu'il donne de l'importance aussi pour des salaires, parce que les joueurs, comme je te disais, sont pas si forts pour le salaire. Ce sont forts pour la qualité et l'orgueil. L'Atalanta, c'est sûr, Michela, c'est sûr qu'on va retrouver l'Atalanta de nouveau en haut de l'affiche en Ligue des Champions. Oui. Il y a plein de messages très positifs sur l'Atalanta et sur l'ensemble effectivement de ses joueurs, parce que tu as raison. Il y a Gasperini dispose de beaucoup de joueurs de talent. C'est assez homogène. C'est pas très varié, oui. Mais il a un groupe qui est assez homogène. Je te pose une dernière question avant de faire un petit coucou à Philippe. Je crois qu'il est à tes côtés. Dernière question parce que tu sais qu'on est
à moins de... Pourquoi Philippe? Viens ici. Attends, juste une chose, Michaela. Juste une chose, Michaela. On est à moins de 30 jours du démarrage de l'Euro. Je veux vraiment avoir ton avis sur la sélection italienne de Mancini. Il y a plein de papiers cette semaine là pour dire que le groupe de Mancini, et ça y est étoffé. Regardez ce groupe. Il y a peu de places manquantes. Il y a les 3 joueurs du Paris Saint-Germain qui sont là avec Keane, Verratti ou encore le défenseur Florenzi. Est-ce que l'Italie est armée pour cet Euro? Est-ce que pour toi, l'Italie est un candidat au titre pour cet Euro? Alors, si je vais dire oui, je ne veux pas toucher, dire voilà, non. Il faut être avec humilité, dire mon opinion. Sûrement, l'Italie donnera avec l'humilité de la force, de la jeunesse à l'Euro. Et je suis sûre que peut-être que les jeunes, pour l'orgueil, pour tu sais, l'attachement le maillot à l'Italie donnera des grandes surprises. Merci aussi aux Italiens qui sont Paris Saint-Germain. Hein. Allez. Michaela, est-ce que Philippe est à tes côtés là? Juste pour que je présente à ceux qui nous suivent qui est Philippe. Ah non, mais écoute, Alex, à ton avis, c'est mieux l'Italie, l'Espagne ou la France? Moi, je peux pas répondre à ces questions. C'est trop difficile pour moi. Alors, tu vas demander? Non, moi je te dis que la réponse, pour moi la finale c'est France-Espagne. L'Italie, on vous sort. Allez. Ok, non, ça va. Hein. Il faut parler comme ça pour donner de la surprise. Est-ce que Philippe est là? Oui, Philippe, c'est ici. Je donne lui aussi. Ok, voilà. Salut Philippe, comment vas-tu? Ciao Alex. Alors pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui nous suivent là, Philippe est dans l'encadrement et le staff du Racing 92, le rugby les amis, l'un des entraîneurs de la formation du 15 du Racing. Tout va bien là, hein? On truste les premières places pour aller choper le titre. Ouais, l'objectif final c'est le titre. On est bien placé, voilà. Dans la dernière ligne droite, on va mettre le paquet pour ramener le bouclier. J'ai vu victoire face à Clermont, victoire face à la section paloise, 2 victoires de suite. On attend le prochain, c'est quoi? C'est Agen, non? Agen. Ouais, on va à Agen et on reçoit Brive pour clôturer le championnat. Et après, par rapport au classement... Ils sont comment tes gars là? Voilà. Bien. Ah, quand s'approche les phases finales, là, il y a un peu plus de peps, voilà. Et il faut qu'on se fasse une petite émission rugby du coup, hein? Avec plaisir, il n'y a aucun problème. Hein? On va aller se faire une petite émission rugby au Racing. Je vais dans le bye-bye, ciao. On va aller se faire une petite émission rugby au Racing. Avec plaisir, vous êtes les bienvenus. Bon Philippe, en tout cas, merci de nous avoir fait un petit coucou et de nous offrir avec Michaela ce fond là magnifique avec son sirop qui est derrière vous. Magnifique. Voilà. On va... Superbe. Je vais me enlever. Ciao. Alors tu vois San Siro by night. Ouais, c'est beau, c'est très beau. Très beau. Magnifique. Très beau. Michaela, merci de nous avoir apporté cet éclairage. Un bisou à vous, merci. J'espère que tous les amis en France me donnent un bisou aussi. Bien si sûr, vous avez des choses à écrire à Alex, je suis là pour vous. Et merci pour être avec vous et donner un petit morceau de l'Italie. J'adore le foot et j'adore la France. Hein. J'espère à bientôt. On t'embrasse, Michaela. On t'embrasse. Merci de nous avoir apporté tous ces éclairages. Tu as beaucoup de bisous qui arrivent depuis le chat. Merci de nous envoyer tout ça, là, les amis. Hein. Que ce soit sur Twitter également ou sur la petite tablette magique. Avec Nico, on va partir du côté maintenant de Barcelone. Il y a plein de choses là aussi cette semaine et on va les retrouver. L'une des grosses signatures là, du monde sportif catalan, c'est Albert Masnou. Qui est avec nous. Tu me confirmes, Cardel, qu'Albert est là? Magnifique. Albert, ¿cómo estamos? Bonsoir, comment ça va? Heureux de te retrouver. Merci de nous ouvrir une nouvelle fois les portes de la rédaction de Sport, le plus gros quotidien sportif traitant de l'actualité du Barça. Je suis très heureux de te retrouver, Albert, parce que cette semaine, il y a eu une actualité absolument folle autour du FC Barcelone, et notamment autour de l'avenir de Ronald Koeman. J'ai eu beaucoup de questions sur Ronald Koeman cette semaine sur les réseaux sociaux. La première, je vais t'attaquer direct, Albert. Parce que j'ai en tête ce cara à cara que Laporta a eu avec Ronald Koeman. Il s'est fait
un déjeuner avec Koeman, plus Raphaël Yuste, qui est en charge de toute la direction sportive du Barça, tous les trois, pour discuter de l'avenir de Koeman pour la saison prochaine. Je t'attaque tout de suite. Est-ce que Koeman sera l'entraîneur du Barça la saison prochaine? À ce moment-là, on ne le sait pas. Aujourd'hui, il a fait une conférence de presse en expliquant ce qui s'est passé pendant ce déjeuner. Et il n'est pas sûr qu'il va suivre la prochaine saison ici à Barcelone. Laporta lui fait de respect, mais pas de confiance. Et à ce moment-là, il y a presque 60 jours qu'il est devenu le président du club. Il n'a parlé, il n'a dit jamais que Koeman il va être le coach du club la prochaine saison. Pour le temps, c'est une question sans réponse à ce moment. À l'heure qu'il est, donc pas encore de réponse. Alors, tu sais, Albert, je suis avec le chat là, sur la petite tablette. J'envoie d'ailleurs un petit message à Pichou qui me dit que l'émission penche trop vers un côté télévision classique, pas d'interaction avec le chat. Start from the bottom. Commencez par la base. Pichou, je suis avec la tablette depuis le démarrage et je tente au maximum d'avoir cette interaction. Mais en tout cas, merci d'avoir cette prévenance. Ça me permet d'évoluer également sur cette surface qui est Twitch. Nouvelle également pour moi. Albert, je monte les pages intérieures de Sport cette semaine. On voit effectivement que Koeman deberá esperar, que Koeman va devoir donc attendre la décision de Laporta. Est-ce que le match nul face à Levante aura été le point de rupture? Parce que c'est ce match qui fait que le Barça, vraisemblablement, doit reposer en paix, comme vous l'avez marqué dans les colonnes de Sport, et a dû tirer un trait sur le titre. Est-ce que c'est ce match qui est le match de bascule? Pour Koeman, Alex? Oui. Non. Aujourd'hui, Koeman il a fait une conférence de presse en expliquant tout ce qu'il a fait, toutes les grandes choses qu'il a fait pendant cette année, qu'il était très difficile parce que le club il venait d'un 8-2, vous vous souvenez? Oui, contre le Bayern. Et la situation était presque chaotique. Il a pris l'équipe, il n'a pas mal joué et il a avancé, il a amélioré en comparaison à la saison passée. Et Koeman il se souvient de que le Barça a été le deuxième club d'Europe qui a marqué plus de buts. Il a fait une réflexion de tout ce qu'il a fait et il demandait que il veut suivre la prochaine saison, mais pas dans ces conditions que le président il ne lui fait pas en super confiance. Il y a de respect, mais pas de super confiance. Et ça, les clics de tout ça, c'est pas les jours contre Levante, ni contre Granada, ni contre Atlético. Ça devient de loin. Comme je t'ai raconté une fois, Laporta, quand il est devenu président, il voulait mettre son marque dans les clubs. Et Koeman, c'est un coach qui l'a mis l'ancien président, qui c'est Bartomeu. Et alors, Laporta a un problème avec lui parce que son désir, c'était de l'échanger, de mettre une autre coach. Mais Koeman est très proche à la famille Cruyff et Laporta aussi. Et alors, Laporta, il ne veut pas finir mal avec Koeman. Mais c'est pas, il lui fait, en même temps, il ne fait pas la confiance full pleine comme de président à coach. Et ça génère de problèmes, d'une situation incommode.
pas facile de gérer pour les coachs. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Albert, notamment sur la relation avec la famille Cruyff, parce qu'effectivement, ce lien commun qu'a Koeman avec les Cruyff et Laporta avec les Cruyff fait que il est difficile pour Laporta de dégager, de jeter l'ami Ronald Koeman. Si je vais plus loin dans ma question, Albert, je regarde toujours le Sport cette semaine, où en mode confidentiel, vous avez parlé d'une relation juste cordiale entre Koeman et le vestiaire. Et vous avez notamment parlé d'une affaire, moi, qui m'a beaucoup intéressé, là aussi en mode confidentiel, c'est la révolution frustrée des capitaines. Les 4 capitaines du Barça sont Messi, Busquets, Piqué et Sergi Roberto. Vraisemblablement, quand Koeman est arrivé, on a parlé d'un changement possible de capitaine. C'est quoi exactement cette histoire, Albert ? Tout ça, on doit regarder beaucoup les dernières années avec les gros problèmes, les grandes défaites, les grands jours noirs du club. Cette équipe, il a eu une super histoire d'amour avec l'Europe. Il a gagné beaucoup, il a fait beaucoup. Il est devenu la plus grande équipe d'Europe et je crois que jamais on a vu. C'était quand Guardiola était au Barça. Après, tout est changé peu à peu, jusqu'à ce moment qu'on a vécu la déception de Paris, la déception de Juventus, la déception de Lisboa, la de Liverpool. C'est 4 grandes déceptions européennes que laissent l'équipe touchée. Quand on reçut ces genres de défaites, on doit se prégunter, de se questionner pourquoi passe ça, pourquoi c'est passé et pourquoi en avant ça passait pas. Je crois que c'est qu'on croyait de la direction sportive, du président, de tout ça, c'est que les cœurs de l'équipe restent à laisser de penser seulement à l'équipe. Et les capitaines sont en doute avec tout ça, avec tout ce qui est passé. Alors, la sortie de Suarez, c'était une des raisons de tout ça. Parce que c'était pas une équipe unie. Il y avait comme des blocs. Et ça, quand on joue avec des clubs d'équipe stop, tu peux pas, si tu n'es pas une super équipe unie, forte, tu peux pas gagner. Et alors, c'est ce qui est passé dans ces dernières années. Alors, la sortie de Suarez, c'était de Vidal, c'était pour casser un peu le lobby de Messi, oui, dans l'équipe. Oui, compris. Mais ce n'est pas assez avec tout ça. Ce n'est pas, on voulait encore un peu plus. Et c'était c'est plus qu'on voulait, c'était de changer les capitaines de l'équipe. Laisser Messi comme numéro 1, mais après, donner passe à autres joueurs comme Ter Stegen, Lenglet ou des gens qui représentaient une nouvelle fournée de joueurs, une nouvelle génération de joueurs qui devaient avoir une hiérarchie plus haute dans les groupes. Et alors attends, Albert, ça veut dire que c'est Koeman qui n'a pas voulu faire ces changements ? C'est Koeman, Koeman qui a décidé de ne pas faire ces changements de capitaine, alors qu'on voulait vraisemblablement les faire. On lui demandait de le faire et il n'a pas voulu. D'accord, c'est lui qui n'a pas voulu alors qu'on lui demandait de le faire pour justement tourner progressivement la page historique de ses capitaines. J'aime bien, il y a une question qui t'est posée là, Albert. C'est une bonne question de la part de Temid Garblouz qui nous dit, je l'aime bien, je vais te le dire avec le sourire, est-ce qu'il ne faut pas un capitaine avec des cojones comme Puyol ? Est-ce qu'il ne manque pas un peu ça ? Puyol, c'était le super exemple. C'était le capitaine parfait.
Ouais. qu'il cherchait le bien du groupe. Après Puyol, il est venu, il a été Xavi. Il était un peu différent, pas aussi costaud que Puyol, mais il connaissait bien comment travailler et comment doit être la forme de se comporter en bonne équipe. Et Xavi, il a suivi le chemin de Puyol. Et après Iniesta. Oui, exact. Mais je ne dis pas que Messi, ce n'était pas un bon capitaine. Mais il n'a pas le profil de parler constamment dans les groupes, de leur enseigner, de lidérer dans la parole. Petit problème de connexion. Ça va revenir. On va se rebrancher. Oui, on t'entend. Au vestiaire. On t'entend. On a eu un tout petit problème de connexion, mais on t'a entendu, oui, on t'a entendu, Albert. Bien compris, non oui, on t'a entendu. On t'a entendu. La question que je te pose maintenant, du coup, elle découle un peu de tout ça. Toujours dans les colonnes de sport cette semaine, vous nous aviez annoncé, Albert, tu m'avais dit, voilà, que tant que le titre n'était pas joué, Messi avait demandé à son père, Jorge, qui était arrivé d'Argentine et qui était arrivé à Barcelone, de ne pas négocier la prolongation de contrat avec Laporta tant que le titre n'était pas joué. Le match nul face à Levante, qui a fait que le titre semblait perdu, a, semble-t-il, ça y est, ouvert la négociation entre Messi et le Barça. Ça y est, on entre en négociation. D'après toi, avec les éléments que tu as aujourd'hui, Messi reste ou quitte Barcelone? Je crois qu'il va suivre, qu'il restera. Pour que le Barça va faire un effort économique pour le retenir, pour qu'il ait une bonne relation avec Laporta, pour qu'on va essayer de faire une bonne équipe. Et je ne sais pas si on va le réussir avec ça, mais pour le moment, Laporta, il va contrater à Kun Agüero, que c'est un super fan de Léo. Et tout ça fait penser que Léo va continuer, va rester. Attends, mais là, tu me tends la perche. Donc, effectivement, c'est la une de Sport aujourd'hui. Les fichajes de ataque, avec donc la venue du Kun Agüero. Vous aviez parlé en exclusivité, vous, Sport, d'un contrat de 2 ans qui était en train d'arriver sur la table du Kun Agüero. Et on nous dit qu'en plus du Kun, Depay arriverait avec lui. J'imagine qu'il faut automatiquement que Koeman reste, puisque les deux sont hollandais. Pour que Depay vienne, il faut que Koeman reste. Mais d'après toi, c'est fait, ces 2 transferts. Si Koeman reste, on aurait les 2? Si Koeman reste, je crois qu'il aurait les deux. Ah, oui. Donc si Koeman reste au Barça, les 2, Kun Agüero plus Depay. Il y a une question qui t'est posée d'ailleurs, je vais te la retrouver tout de suite, c'était dans le chat à l'instant. Il y a attends, je retrouve cette petite question qui te demandait, oui, c'est Lacaze du 69 qui nous dit, est-ce que Depay va venir réellement pour avoir une place de titulaire? Est-ce que c'est pas pour c'est pour être un attaquant de complément ou pour être titulaire? L'arrivée de ces 2 joueurs, il va oublier, c'est une obligation de vendre d'autres joueurs, ça c'est sûr. Bradway, c'est le numéro 1, et le rôle de Bradway, que c'est le deuxième nef, pour dire quelque chose, c'était pour Kun Agüero. Alors, pour Depay, si Koeman reste, il va jouer sûr pour être titulaire. Mais c'est une obligation de vendre d'autres joueurs. Et ça, il y a 6. Tu dois vendre. Un, c'est Bradway. OK, il reste 5. 5, c'est Léo, il ne va pas partir. Fati, je crois qu'il ne va pas partir, il est blessé. Et après, il reste Trincao, Griezmann. La situation, c'est clair. Un de ces 3 doit partir. Ça veut dire que Griezmann peut partir alors? Griezmann peut partir alors? Le problème de Griezmann,
les clubs veulent le vendre, mais le problème, c'est son salaire. C'est astronomique. Et alors, ce n'est pas facile de trouver un club qui peut payer son salaire. Mais donc tu me dis, Albert, tu me dis, toi, que le Barça veut vendre Antoine Griezmann, et notamment faire de la place donc, pour ces deux qui arrivent, Kun Agüero et Depay, mais que le Barça a des difficultés à le vendre en raison de son niveau de salaire. Bien sûr. Ah oui, donc comme ça, c'est clair. Comme ça, c'est clair. Et du coup, la piste Haaland, vous avez encore parlé cette semaine d'une possibilité, d'un plan pour aller chercher Haaland. C'est possible, ça? Très difficile, très difficile. Très difficile. Première, parce que le Barça, il n'a pas d'argent. Il est en train d'entrer en injection économique, que c'était comme un crédit. C'est un fonds d'inversion qu'il va payer, qu'il va donner 500 millions d'euros. Une partie, c'est pour payer Léo. L'autre partie, c'est pour acheter un bon joueur. On va voir si cet argent, c'est pour Haaland. La négociation, on a commencé à parler avec Haaland, mais le Barça veut pas payer tout de coupe. Il veut payer peu à peu. D'accord, payer en plusieurs tranches. Payer en plusieurs tranches. Tout ça va être un vrai couleuvron. Je ne sais pas jusqu'à où va arriver. Je ne sais pas s'il va finir pour une contratation, une signature ou non. Culebron, pour les hispanos, Culebron, c'est un feuilleton. C'est un véritable feuilleton en épisode autour de ça. Et je pousse un peu. Est-ce que du coup, imaginons que Mbappé quitte Paris pour le Real Madrid. Est-ce que d'après toi, Paris peut mettre ce qu'il faut pour aller chercher Messi? Je n'ai pas bien écouté la question. Imaginons que Mbappé quitte le PSG pour aller au Real Madrid. Est-ce que tu penses que le Paris Saint-Germain est capable aujourd'hui d'aller chercher Lionel Messi pour l'associer à Neymar, alors que le Kun Agüero viendrait à Barcelone? Tout est possible. Tout est possible. Je crois que la porte du PSG pour Léo Messi est ouverte. Et cela dépend de lui s'il veut entrer ou non. Oui. Je te pose une question encore sur les attaquants. Dembélé, ça c'est un couleuvron. Ça c'est un couleuvron. Un jour on nous dit qu'il a une proposition, un jour on nous dit qu'il en a plus, un jour on nous dit qu'il va rester parce qu'il a marqué un superbe but, un autre jour on nous dit que finalement cada vez más incierto. Aujourd'hui on en est où? Qu'est-ce qui se passe avec Dembélé? Dembélé, le problème de cette négociation, c'est qu'il va finir les contrats l'année prochaine. Alors, le Barça lui a fait une proposition pour prolonger son contrat. Et lui, il n'a pas accepté. Les clubs, il commence à croire qu'il va atteindre la fin de son contrat pour partir libre. Et ça ne le veut pas. C'est un vrai danger pour le Barça. Parce qu'après, s'il part libre, il ne touchera aucun euro. Et ça, c'est à la place où le Barça ne veut pas arriver, qu'il parte libre. Alors, il fera cet été, c'est clé pour lui. Ou il prolonge ou il s'en va. Oui, d'accord, c'est clair. Ou il ne joue pas. Ou il reste, mais il ne joue pas. Il joue sur le banc. C'est un ultimatum que pose le Barça à Dembélé. On l'a compris. Je te pose quelques questions là que nous pose sur le chat. Il y a une question sur la défense. Quelle est pour toi la piste? C'est Ryuken qui nous pose cette question. Quelle est pour toi la piste la plus crédible en défense, hormis Eric Garcia de Manchester City qui devrait arriver? Quelle est l'autre piste la plus crédible aujourd'hui?
le club il veut signer un bon joueur arrière, en central. Il a Araujo, il peut avoir Eric Garcia, il a Piqué, il a Lenglet. Il en a 4. Peut-être il a besoin d'une autre ou non. C'est une possibilité de ne signer aucun central. S'il doit signer une centrale, il y a deux joueurs qui sont désirés pour le club. Un, c'est Pau Villarreal, Pau Torres. Pau Torres, le défenseur central Pau Torres, international espagnol. Pau, je le connais comme Pau, mais je crois que c'est Torres, le cognom. Et l'autre, c'est Koundé. Jules Koundé, de Séville. Oui, ce sont des joueurs qu'il plaît, qu'il a besoin de les avoir. Mais à ce moment-là, la priorité, c'est pas signer en arrière, sinon c'est signer ou une autre attaquant ou définir la situation de Koeman. Ça, c'est le plus important. Et il y a Franck Iko qui nous pose la question sur également le poste de numéro 6, le poste de Busquets. Est-ce qu'aujourd'hui, le Barça a dans sa pépinière, dans son filial, un numéro 6 capable d'être au niveau pour l'équipe première, ou Barcelone doit aller chercher un numéro 6, d'après toi? Busquets a été très bon sur la fin de saison, d'ailleurs, bravo, parce qu'on le pensait muerto, et finalement il est revenu pour les plans de Koeman. Il a été très bon dans cette fin de saison. Est-ce qu'aujourd'hui, d'après toi, Barcelone doit aller chercher un numéro 6? Non, c'est Nico. Nico, c'est un joueur qui joue... Nico, c'est Nico González, hein, c'est ça? Peut-être tu le connais parce que c'est le fils de Fran, un joueur Deportivo. Très bien. Ouais, c'est le fils de Fran. Ah, c'est le fils de Fran. C'est un bon joueur c'est un bon joueur qu'il jouait de numéro 8 au numéro 10, mais il n'est pas assez bon pour jouer dans ces positions au Barça. Et cette saison, il a passé à la position de Busquets. Et là, il est au Barça B, il a fait une super saison et la prochaine, il a prolongé son contrat maintenant, il y a 2 semaines. Et le contrat, c'est de jouer la saison prochaine dans le Barça B, la filiale, mais il passera à faire sa vie avec les premières équipes déjà. Il commencera à entraîner constamment avec la première équipe, mais il jouera dans les filiales. J'ai beaucoup de questions sur Riqui Puig. Albert, pardon de te poser toutes ces questions comme ça, mais c'est bien d'avoir le chat en direct. Il y a des questions pour Pedri, tu le sais. Alors Pedri, on l'a vu, il est vraiment un élément important de l'écosystème aujourd'hui du Barça. Celui qui l'est un peu moins, alors qu'on le pensait être dans le top player, c'est Riqui Puig. Que va-t-il se passer avec Riqui Puig? J'ai notamment Issam Bouzerouata, que je salue Issam, qui nous envoie beaucoup de questions, et qui est un fervent artisan de la revue de presse tous les matins. Il nous dit, qu'est-ce qu'on fait avec Riqui Puig? Quel sera son avenir à Riqui Puig? Il va rester, parce qu'il veut rester. Les doutes qu'on a, c'est quel futur a ces joueurs. S'il est capable de jouer dans les de s'asseoir dans les premières équipes et d'être important, ou il va devenir, comme cette saison, le dernier joueur de l'équipe. Le physique, c'est un problème pour lui. Il n'est rien, faut dire, physiquement. Et alors, pour compétir dans certaines situations, il ne peut pas le faire. Et ça, s'il lui reste beaucoup de crédibilité, beaucoup de potentiel pour être aligné dans ces longs matchs. Tu sais, on parlait à l'instant des 6 et des 8. Il y avait la piste Wijnaldum, le néerlandais, Koeman, néerlandais. Est-ce que c'est une piste qui est toujours active, ça, Wijnaldum, de Liverpool?
Je crois que non. Non. À ce moment-là, non. Mhm. Non, je crois qu'on lui a fait voir à Koeman que Ilaix Moriba, c'est un joueur presque de même potentiel que Wijnaldum. Et ce que le club veut, c'est que ne vient pas Wijnaldum et la poste, la volonté, c'est que Ilaix joue chaque fois un peu plus. Merci à El Mounegou qui m'a envoyé la petite question sur Wijnaldum et la réponse avec Albert sur Ilaix. La dernière question que je voulais te poser, Albert, c'était sur la santé économique du Barça. On sait, il y a eu toute cette affaire de Super League et compagnie et que ça se passe très très mal. À noter que l'AS Roma, parce que j'ai un œil sur le match du soir entre le derby de Rome, entre l'AS Roma et la Lazio. L'AS Roma vient de marquer 1-0, passe décisive de Dzeko pour Mkhitaryan. But d'Mkhitaryan, 1-0 pour l'AS Roma. Je salue d'ailleurs tous mes copains de la communauté arménienne, but d'Mkhitaryan et toute la famille Castronovo que j'embrasse très très fort. Albert, je reviens. La santé économique du Barça, j'ai vu là dans les pages que Laporta venait d'ouvrir le Barça Café, magnifique, juste à côté du Camp Nou là, il a inauguré. J'ai vu dans le même temps que les joueurs pouvaient rester sans prime, même s'ils remportaient la Coupe du Roi, avec la victoire en Coupe du Roi, les primes n'ont pas encore été versées. Est-ce que le Barça est dans une situation économique difficile, passable ou très compliquée? Pour part, les joueurs, ils ne vont pas toucher de primes parce que la prime de la Copa del Rey est liée à un titre important, soit la Liga ou la Champions. Mais si tu gagnes que la Copa, ils n'ont pas de primes. Ça, c'est signé. Et alors, ce n'est pas un problème économique du club, c'est un problème économique des joueurs, mais pas des clubs. D'accord. Oui? D'accord, compris. Après tu me demandais pour la santé économique. Le président Laporte, il est arrivé il y a 2 mois et il a commencé une auditorie interne pour connaître exactement la situation économique. Et cette semaine, c'est pas public, mais internement, le club connaît déjà le résultat de cette auditorie. Et c'est une dette de 1,4 million d'euros. Ça, c'est la situation économique. C'est très difficile, super difficile. Mais pour n'être pas catastrophique, tu dois penser aussi que ce club, il est capable, dans une situation normale, sans Covid, est capable de générer 1 million d'euros, 1000 millions d'euros chaque année, chaque saison. Et alors, c'est une situation très difficile. Mais si tu es capable de générer 1 million d'euros, non, 1000 millions d'euros chaque saison, c'est une situation compliquée, mais pas je crois, super catastrophique. La dette, effectivement, est en milliards. Hein. Il y a Nerod TV qui nous demande la précision sur millions ou milliards. C'est en milliards. 1 point. C'est en milliards, cette dette du côté du FC Barcelone. Albert, pour terminer avec une note positive, parce que j'adore ça. Le foot féminin, les filles du Barça en finale de la Ligue des Champions face à Chelsea. Ce sera la première fois d'ailleurs de l'histoire qu'un club sera sacré à la fois chez les filles et chez les garçons en Ligue des Champions, parce que Chelsea a remporté la Ligue des Champions et le Barça également. Quel que soit le vainqueur, ce sera la première fois qu'un club aura les 2 Ligues des Champions hommes et femmes. Le Barça qui peut aller vers un doublé. Elles ont été sacrées championnes il y a quelques jours. Vous en avez fait la une. Et puis je regardais en page intérieure avec effectivement la possibilité d'aller prendre cette double couronne. Ça se passe comment le foot féminin au Barça? Ça se passe bien? Cette entité tient bien? On a commencé à investir beaucoup avec cette équipe pour les promotionner, pour que il y avait une demande de la société et aussi des sponsors. Et peu à peu, ils ont
construit une bonne équipe qui lui a permis d'arriver déjà une fois dans la finale de la Champions League. Et cette fois, je crois qu'il déjà part comme favori pour la gagner. Il est une très bonne équipe, cohésionnée, forte, costaud, une bonne équipe. Et il va jouer, tu as souligné qu'il va jouer la finale contre Chelsea, qui joue aussi la finale en même temps de féminin, la finale de la Champions League. Exact. Ça, c'est historique pour les Chelsea. Exact, c'est absolument incroyable. Chelsea qui vient de perdre la finale de la FA Cup. C'était cet après-midi face à Leicester. Défaite 1-0, je vous le rappelle, on avait vu ça en entrée. Albert, mille merci. Mille merci porque has estado con un francés avec une qualité de français magnifique. Te lo digo. Et je te le dis vraiment avec toute... C'est pas facile pour moi. Et je sais que c'est pas facile. Et je sais que les copains du chat l'apprécient parce qu'on sent que tu es investi avec nous pour avoir cette qualité de français pour nous dévoiler toutes ces informations. Et je te le dis très sincèrement, eres un crack con nosotros. Merci beaucoup, ça me fait beaucoup de plaisir d'être avec vous et d'essayer de me débrouiller avec toutes ces questions, que quelquefois je vais dire des choses que je n'ai pas m'exprimer très bien. Non, c'était parfait. Que ton audience a de patience avec moi. Oui, c'était parfait. Je peux t'assurer que c'était parfait. Albert Masnou avec nous, grande plume du quotidien catalan Sport. Albert, hasta la próxima et merci beaucoup. Semaine prochaine, on se retrouve. On se retrouve. Gracias, Albert. Merci beaucoup. Tu as des merci de partout qui arrivent du chat. Je fais un maximum, les copains, pour vous lire en même temps. C'est pas si simple, hein. À la fois gérer la tablette géante, la tablette ici, le smartphone avec Twitter, mais on fait le maximum. J'espère que vous l'aurez compris, qu'on essaie de faire le max. On va aller maintenant du côté de Madrid. On va aller retrouver un autre crack, parce que quand on parle de crack, je peux vous dire que là, tous les samedis, on a du haut niveau. Est-ce que Pablo Polo est avec nous? Là aussi, grande plume, et du quotidien national Marca. Est-ce que Pablo est là? Il y a Nico Cardel qui est avec nous à la réalisation et toute l'équipe. Je peux vous dire qu'on fait le max. Hein. On fait le max pour vous donner toutes ces informations. Il y a du lourd. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Perfecto. Alors, je vais vous dire une chose. Pablo, là aussi, il y a un effort énorme parce que vous voyez où est Pablo. Pablo a été touché par la Covid. Il est isolé. Il reste dans sa petite chambre. Ça fait plusieurs jours qu'il est là. Et pour autant, et d'une, il écrit ses papiers pour Marca, bien entendu, et de deux, il est avec nous en direct pour ce chat. Et je peux vous dire que ça, c'est du grand luxe. Donc, mille merci déjà, Pablo, d'être avec nous. Hein. Ça va mieux déjà? Ça va mieux. On est beaucoup mieux, on travaille et on essaye de... Bon, c'est une maladie terrible pour tout le monde. Heureusement, pour moi, ça a marché, c'est pas un gros problème. Mais évidemment, quand tu passes cette maladie, tu te rends compte qu'il faut faire attention et tu te rappelles de tout le monde qui a eu vraiment des problèmes importants dans cette maladie. D'ailleurs, j'espère que ça va finir. D'ailleurs, je fais une parenthèse, Pablo, tu me tends la main parce que je fais une parenthèse parce que j'ai posté ce matin là sur les réseaux sociaux le fait que je sois allé me faire vacciner. J'ai posté une petite photo de mon bulletin de vaccination et je suis allé me faire vacciner et j'ai reçu certains messages négatifs. Certains messages disant il ne faut pas pousser les gens au vaccin, ça fait les gros sous des labos pharmaceutiques, grosso modo pour dire que c'est un danger pour l'être humain d'aller se faire vacciner. Je pense que les amis, il faut se mettre en phase avec ce qui se passe aujourd'hui sur la planète et bien avoir conscience de ce danger qui est permanent lorsque lorsque vous perdez l'un de vos proches, je pense que vous penserez à cette résonance et ces propos. Juste allez vous tenir informé de ce qui se passe en ce moment sur la planète, et notamment du côté de l'Inde ou autre, ou encore au Brésil, et vous vous rendrez compte que c'est un fléau mondial et qui est en train de pulvériser bon nombre de croyances et de croyances scientifiques. On a trouvé aujourd'hui des solutions. Allons nous faire vacciner pour pouvoir redémarrer cette vie sereinement et essayer de nous retrouver. Donc merci Pablo de m'avoir passé ce petit
ce petit message. Allez, on en vient au Real Madrid. Pablo, la situation du championnat, tout d'abord avec un mouchoir de poche. J'adore. La semaine dernière, on se disait arde la Liga, il y a le feu. Avec l'Atlético 80, le Real Madrid 78 et le Barça 76. Séville, ça y est, officiellement est out avec 74 points. Je voulais qu'on revienne sur l'actualité du Real Madrid et de l'Atlético. Déjà, aujourd'hui, Marca parlait de la Batalla de Madrid. La Batalla de Madrid. À Madrid, on sent vraiment ce côté, les deux camps, d'un côté l'Atlético et de l'autre le Real Madrid? Oui, évidemment, bien sûr. Ça fait déjà longtemps. C'est vrai que Real et Atlético Madrid, on était habitués à aller regarder de matchs de Champions League, de finale. Je me rappelle de quart de finale à Vicente Calderón après le match aller du Real Madrid qui avait remporté 3-0, après 2-0. Mais c'est vrai que ça fait déjà longtemps que Real Madrid et Atlético Madrid n'étaient pas pour une championnat de Liga. Je me rappelle les années 70 avec de grands Atlético Madrid, avec Luis Aragonés, Galate, Ayala. Mais c'est vrai qu'on est habitué normalement à disputer une ligue bien Barcelone-Real Madrid ou bien Barcelone-Atlético Madrid. Cette fois-ci, c'est Real Madrid et Atlético Madrid qui vont disputer une championnat de Liga jusqu'à la fin. C'est vraiment extraordinaire. Et je pense que pour le Real, évidemment, après tellement de blessures, c'est déjà une victoire de Tracy parce que c'est vrai que Real et Barcelone et Atlético Madrid, ils sont une année compliquée, comme disait Simeone. Mais je pense que Real Madrid, en tout cas, c'est presque des 60 blessures. Enfin, c'est plus que ils sont doublés les blessures par rapport à Barcelone et Atlético Madrid. Alors c'est déjà une victoire. Disputer les championnats jusqu'à la fin face à l'Atlético Madrid. Pablo, j'ai plein de questions qui arrivent déjà, plein de questions pour toi. La première qui arrive, et c'est la plus difficile pour commencer, fais gaffe. Celui qui la pose, et tu vas comprendre pourquoi la question, celui qui la pose, je vais vous donner son nom et vous allez comprendre. C'est González Blanco 07. Alors González Blanco 07, c'est le nom complet de Raúl, avec son numéro, le 7. Et quand on a en tête les unes de Marca de ces derniers jours, Pablo, que je montre, avec Raúl, l'alternative, avec cette photo. Il faut savoir qu'en Espagne, lorsque vous êtes torero et que vous devenez torero professionnel, vous passez ce qu'on appelle l'alternative. Voilà pourquoi ce jeu de mots, où on voyait Raúl qui, fêtant un titre lorsqu'il était joueur, avait pris la cape de torero pour faire ce signe. Et vous avez dit dans les pages de Marca, avec tes confrères, Pablo, que c'était peut-être le moment de Raúl. Du coup, tu me vois venir. Est-ce que, d'après toi, Zizou, cet été, va arrêter? Et est-ce que du coup, Raúl est l'option numéro 1 pour prendre les commandes du Real Madrid? Oui, premièrement, Raúl, c'est vrai, c'est l'option numéro 1 du Real Madrid. C'est vrai qu'il y a d'autres entraîneurs qui sont là. Je peux parler d'Allegri surtout. Mais c'est vrai que le Real Madrid, s'il faut chercher un entraîneur, finalement, je pense que si Zidane décide de partir, c'est Raúl. Premièrement, parce que l'expérience de Zidane, c'est pareil à l'expérience de Raúl. Pourquoi on va chercher un entraîneur ailleurs s'il y a un entraîneur qui connaît le Real Madrid, qui travaille déjà sur Valdebebas, sur le jeune joueur du Real Madrid et connaît le Real Madrid? Si ça a marché avec Zidane, pourquoi pas ça va pas marcher avec Raúl? À mon avis, moi, tu m'as demandé, ça fait déjà la semaine dernière à propos de Zidane. Je pense que Zidane, il pense à partir. Mais je dirais, j'ai un petit espoir qu'il peut rester. S'il gagne la Liga, peut-être que le Real Madrid serait capable de garder Zidane. Ça dépend de Zidane, évidemment. Le Real Madrid ne veut pas préférer de garder Zidane, mais ça va dépendre de l'entraîneur. Mais c'est vrai, c'est le numéro 1. Si Zidane décide de partir, ça sera Raúl, je pense. Parce qu'il y a Allegri, c'est un bon entraîneur italien qui connaît bien le haut niveau. Mais je pense que Raúl, il vient de faire un bon boulot, un bon travail sur le Castilla. Je veux dire que le Castilla va essayer de remonter à la 2e division après une grande saison avec Raúl. Et il sera l'entraîneur, ce sera le choix du Real Madrid si finalement Zidane décide de partir.
Ça, c'est intéressant. Effectivement, Pablo vous rappelle qu'en Espagne, vous pouvez, votre équipe 2 peut jouer à la division qui est juste en dessous la vôtre. Vous savez qu'en France, ce n'est pas possible. En Espagne, c'est possible. Vous pouvez avoir l'équipe première en première division et votre équipe 2 juste en dessous en deuxième division. D'ailleurs, c'est déjà arrivé, on le sait, Pablo, que les deux équipes s'affrontent dans différentes compétitions. Effectivement, Raúl est en train de réussir son coup avec l'équipe B. Vous avez cette semaine dans Marca plusieurs papiers sur la réussite de Raúl à la tête de cette équipe B. Et donc, on l'aura compris, il est l'option numéro 1 si Zinedine Zidane s'en va. Florentino Pérez qui, effectivement, s'assurerait ainsi les faveurs des socios, parce que voir Raúl venir comme entraîneur, ça lui accorderait un peu de calme, comme il l'avait fait en faisant venir Zinedine Zidane. Pablo, je voulais revenir sur la victoire du Real de cette semaine sur la pelouse de Grenade, 4-1, qui a marqué le fait que le Real tienne la pression à l'Atlético Madrid. Et je voulais te parler de ton titre là, Los niños también quieren la Liga. Les petits veulent, les enfants veulent également la Liga. C'est les petits qu'a lancé Zizou, les petits justement de Raúl. On voit deux joueurs intéressants. C'est ici Miguel Gutiérrez qui avait remplacé Marcelo et Mendy, et le petit Marvin ici qui était titulaire de l'autre côté à la place d'Odrio Sola. J'ai l'impression, Pablo, quand on voit cette composition d'équipe, que Zizou a voulu montrer que c'est ça qu'il voulait faire. Et j'ai l'impression que c'est une composition d'équipe un peu comme un adieu, pour dire, écoutez, moi c'est ça ce que je voulais faire avec le Real Madrid, alors je mets les jeunes, je lance les jeunes, je laisse des cadres sur le banc, parce que c'est pas ceux que je voulais mettre, moi, et je pense notamment à Marcelo, on va en reparler ensemble, mais j'ai l'impression que c'est une composition d'équipe d'adieu. Est-ce que je pousse un peu trop? Non, non, c'est tout à fait ça. Je pense que c'est vrai que les critiques, à mon avis, sur Zidane, ça a été toujours, quand on a voulu critiquer Zidane, on a toujours dit qu'il a essayé toujours de garder les vétérans, les joueurs plus vieux, les joueurs qui l'ont fait gagner 3 Champions League consécutifs, notamment Marcelo, Kroos, Modric. Et c'est vrai que dernièrement, il y a eu des joueurs qui n'ont pas été au niveau, qui n'ont pas montré le vrai niveau du Real Madrid. Je parle de Marcelo, je parle d'Isco. Et c'est vrai que des jeunes joueurs qui ont montré un grand niveau, surtout Blanco, et vous parlez aussi de Miguel Gutiérrez et Marvin. À mon avis, Marvin, ce n'est pas un joueur encore pour le Real Madrid. La situation, c'était vraiment difficile. Quand tu vois Marvin à l'équipe du Real Madrid, il faut toujours penser qu'il n'y a pas ni Lucas Vázquez, ni Carvajal, ni même Odriozola, parce qu'Odriozola, il n'a pas joué parce qu'il n'était pas à 100%, il a joué à la deuxième mi-temps parce qu'il venait avec un coup de dernier match. Et même Odriozola, ce n'est pas un joueur qui a la confiance de Zinedine Zidane. Mais Marvin, évidemment, c'est un jeune joueur qui a envie de gagner, qui a la vitesse. Et le Real Madrid est une équipe qui n'a pas été capable de trouver des joueurs qui montent des concurrences à les anciens joueurs du Real Madrid. Et il n'y a que le jeune joueur du Real, de la Castilla pour faire la concurrence. Et on a vu qu'il y a des joueurs capables qui pouvaient évidemment faire quelque chose l'année prochaine. Mais évidemment, il faut faire quelque chose d'important au Real Madrid. Si c'est Zidane ou c'est Raúl, il va falloir acheter des joueurs et dépenser d'argent pour faire le Real Madrid, évidemment, et rêver pour la Champions League, rêver pour la Liga. Et c'est évident que les jeunes joueurs sont très importants pour le Real Madrid, mais on ne peut pas laisser les jeunes joueurs la responsabilité de ramener le Real Madrid sur les titres, sur les gros niveaux, parce que c'est une erreur, à mon avis, pour le Real Madrid. Pablo, on va encore parler du mercato, mais juste avant, puisque j'étais sur le match face à Séville, je voulais avoir ton avis, parce que ça, je sais que ça a été une énorme polémique en Espagne, c'est de parler de l'arbitrage. Je sais que c'est un gros dossier, il faudrait des heures pour parler de ça. Mais en Espagne, pour vous préciser, voici les deux quotidiens. Marca était là, avec toutes ces mains qui pourraient emporter l'identité du football, et puis les confrères de AS avaient également parlé
parler de cette mano negra. Vous savez, en Espagne, la main noire, c'est cette main qui plane au-dessus des matchs que beaucoup voyaient téléguidés avant par le Real Madrid pour jouer sur les matchs du Barça ou de l'Atlético. Mais là, à l'inverse, eh bien, cette mano negra viendrait contre le Real Madrid. Et derrière cette main noire, il y a le patron de la Ligue espagnole, Javier Tebas, qui en ce moment, Pablo, on est bien d'accord, est en plein rififi avec le président Florentino Pérez. Pourquoi ? Parce que Florentino Pérez a guidé l'option Super League. Est-ce que toute cette histoire pourrait faire effectivement que l'arbitrage de cette fin de saison ne soit pas forcément en faveur du Real Madrid? Bon, moi honnêtement, je ne vois pas une mano noire, mano negra comme on dit en espagnol. Je ne pense pas évidemment que ça arrive jusqu'à ça, parce que c'est compliqué y croire ça c'est difficile. Mais en tout cas, j'aimerais bien dire que l'arbitrage de la Liga, si on veut avoir une grande Liga en Espagne sur haut niveau, si on veut avoir une concurrence avec la Première Ligue, si on veut évidemment être au grand niveau européen pour la Liga, il faut améliorer l'arbitrage, il faut repenser le règlement sur les mains les pénaltys, parce que cette année, c'est vraiment, on n'a pas été vraiment au niveau, ni les équipes, ni l'arbitrage, ni la Liga. Et on a besoin de travailler sur ces dossiers, parce que je pense qu'on est loin d'être au bon niveau de la Liga. Et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer chaque fois qu'il y a une main sur la surface de réparation. C'est grave, ça. Et il faut travailler sur ça. Je pense qu'il n'y a pas une mano negra, mais une mano noire, comme on dit en Espagne. Mais évidemment, c'est compliqué. Et c'est normal, parce que tout ça, il faut y penser que tout le monde qui pense que c'est possible que Tebas essaye de faire une mano noire sur le Real Madrid, quand ça ne marche pas, on peut y croire. On donne des raisons à tout le monde qui pense que ça peut y arriver. Alors c'est mieux de repenser ça et d'améliorer, si on ne veut pas penser, si on veut pas penser que le Real Madrid, évidemment, il ne va pas gagner le championnat à cause de l'arbitrage. Parce que, évidemment, quand on voit le Real Madrid, ils sont sifflés, il y a, je pense, les Cadix, et après les Cadix, il y a le Real Madrid avec 3 pénaltys cette année. C'est pas normal, ça, parce que le Real Madrid, c'est une équipe qui, offensivement, il est trop fort, il attaque beaucoup, et ça n'a pas de sens que le Real Madrid a seulement 3 ou 4 pénaltys cette année. Et je me rappelle le pénalty à Camp Nou, Oui. et le pénalty, ça fait 3 journées. Oui, exact. Alors, tout le monde, c'est bizarre. En tout cas, c'est bizarre. Exact. Il y a Larry Loiseau qui nous dit que c'est un problème global, européen. L'arbitrage pose problème partout en Europe, sauf en Allemagne et en Angleterre. Est-ce qu'il ne faut pas avoir une réflexion globale autour de l'arbitrage? C'est effectivement un grand thème. On fera peut-être des émissions spéciales autour de grands thèmes comme ça, pourquoi pas sur l'arbitrage. Pablo, si on reste sur les transferts au Real Madrid, parce que j'ai toujours toutes ces questions mercato. Qu'est-ce qui se passe avec Marcelo, Pablo? Qu'est-ce qui se passe avec Marcelo? Je rappelle les faits. Il a fait toutes les dernières séances d'entraînement normalement. Aucun communiqué officiel du club sur une éventuelle blessure. Pour autant, lors du dernier match, il n'était même pas dans le groupe de Zinedine Zidane. Est-ce qu'il y a un problème avec Marcelo? Est-ce que c'est la fin? Bon, je dirais que Zidane a démenti un problème avec Marcelo. On a posé la question à la conférence de presse si c'est vrai qu'il y avait un problème parce qu'il n'était pas dans la liste sur le dernier match. Il est revenu pour le match du demain. Et Zidane a démenti, il a dit qu'il n'y a pas un problème. Je pense que Marcelo, à notre avis, selon notre info, il a eu un petit problème, c'est vrai. Et il était dégoûté après ça. Quand il était remplacé au dernier match, oui. Et il n'a pas aimé vraiment. Mais je dirais, à mon avis, s'il y a quelqu'un qui a donné la confiance à un joueur, c'est Zizou. Sur un joueur qui, honnêtement, il était le meilleur latéral gauche du monde, qui a donné beaucoup de succès au Real Madrid. Il a été dans les 3 Champions League consécutifs. Mais ça fait déjà longtemps que Marcelo, il est loin, très loin de ses vrais niveaux. Et s'il y a quelqu'un qui a protégé vraiment Marcelo toutes ces dernières années, c'était Zidane. Alors, on ne peut pas
c'est pas juste à Marcelo de se fâcher avec Zidane parce que c'est vraiment lui qui l'a protégé, qui a, quand il est revenu, il a encore lui donné une opportunité, une chance de revenir. Il n'était pas capable parce que quand on va jouer le Real Madrid avec Mendy, c'est vrai, Mendy, c'est pas le meilleur latéral gauche du monde, mais quand même, il est physiquement très très fort. Il a donné la solide vraiment défensive. Et Marcelo, tout le monde l'a vu. Si tu demandes n'importe quel supporter du monde sur les matchs de Marcelo ces dernières années, évidemment, il faut être honnête, il n'est pas été au niveau. Et par contre, Zidane, il l'a protégé toujours. Il l'a protégé comme tout le monde comme tous les joueurs et anciens joueurs que Zidane a protégé. Alors, Oui, c'est vrai. c'est pas, à mon avis, c'est pas juste Zidane et Marcelo quand il se fâche, il ne veut pas y aller. Écoutez, il faut être un peu plus professionnel, il faut y aller. Le Real Madrid, c'est aussi grâce à le Real Madrid que Marcelo a gagné 3 Champions League. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que Zizou a toujours protégé Marcelo, toujours. Après, il faut préciser aussi, et tu as raison, Pablo, dans l'histoire moderne du Real Madrid, il y a 2 latéraux à gauche, Roberto Carlos, 10 ans, et puis Marcelo, 10 ans, 20 ans. À 20 ans à 2, ils ont tenu le côté gauche du Real Madrid. C'est un dieu au Real Madrid. Il est capitaine du Real Madrid. Et je pense que tu as raison. Il devrait prendre un tout petit peu de recul par rapport à la gestion de Zizou, qu'il a rappelé aujourd'hui en conférence de presse, qui a dit ils verront ces joueurs, si un jour ils sont entraîneurs, comme c'est difficile de gérer un groupe de 23, 24, 25, 26 joueurs. C'est pas si simple que ça, et Zizou a toujours défendu Marcelo. Il y a eu pas mal d'infos, Pablo, d'ailleurs, sur Marcelo, des petites fuites. Il y a Franquico qui nous le rappelle, il y a Kefa 813. On a parlé de l'Olympique lyonnais. Tu verrais ça possible, toi, Marcelo à Lyon? Non, à mon avis, Marcelo, je pense que s'il décide de partir ou le Real Madrid décide de vendre Marcelo, ce n'est pas une question d'argent parce que je pense que Marcelo, maintenant, combien d'argent peut prendre le Real Madrid pour Marcelo, je ne pense pas que ce sera beaucoup d'argent. Je vois, à mon avis, Marcelo peut-être jouer dernières années au Brésil, peut-être au Brésil. Ou avec Beckham, non? Tu ne le verrais pas avec Beckham? Ou les États-Unis avec Beckham, évidemment. À Miami? À mon avis, un football tellement physique, du rythme, comme le football français, à mon avis, je ne vois pas Marcelo dans la Liga. À mon avis. Je suis d'accord. Techniquement, il serait le meilleur joueur de la Ligue 1, mais je ne le vois pas dans les rythmes et dans le physique de la Ligue 1. Je suis d'accord avec toi. Techniquement, au-dessus, mais physiquement, je pense qu'il ne tiendrait pas aujourd'hui. C'est une caractéristique du foot français. C'est un football très physique. Si je te pose la question, Pablo, ces derniers jours, on en a déjà parlé ensemble de Zidane qui, pourquoi pas, vers la Juve, mais on s'est dit non. Mais c'est surtout là sur le papier et c'est un gros dossier, le Culebron, le feuilleton dont on parle ensemble depuis plusieurs jours, le Culebron Ramos. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vraisemblablement, c'est un peu compliqué. Et ce qui vient rajouter à la complication sur Ramos, c'est ça là. C'est que dans quelques jours, Luis Enrique va donner sa liste pour l'Euro 2020. Et selon les informations de Marca, aujourd'hui dans les plans, regardez, de Luis Enrique, je vous ai montré ça ces derniers jours là sur YouTube, sur la revue de presse. Vraisemblablement, dans les plans de Luis Enrique, il y a 4 joueurs devant Ramos. Il y a Íñigo Martínez de l'Athletic Bilbao, il y a Pau Torres de Villarreal, il y a Eric Garcia de Manchester City et le petit nouveau, Aymeric Laporte, le Français, qui a dit OK à Luis Enrique et qui a donc passé tous les examens pour avoir la nationalité espagnole et pour pouvoir être éligible pour l'Euro prochain. Est-ce que la situation de Ramos se complique aujourd'hui, Pablo? Oui, à mon avis. Premièrement, si Laporte est décidé à trouver la nationalité espagnole, à mon avis, c'est parce qu'il a déjà... Je ne sais pas si c'est une rencontre ou une réunion avec Luis Enrique, évidemment. Je pense que s'il l'a fait, c'est parce qu'il est conscient déjà qu'il peut y aller. Après, Luis Enrique, c'est vrai que c'est le premier entraîneur qui a montré sa confiance à Ramos. On peut se rappeler les grosses erreurs qu'il y a eu
dans la dernière sélection de Ramos, c'était incroyable comment il a pu jouer. Luis Enrique, comment Luis Enrique a accepté de faire jouer Ramos pour se blesser. C'est incroyable. Alors, ça veut dire que Luis Enrique, s'il y a une chance de Ramos d'y aller, je pense que Luis Enrique va le faire y aller à l'Euro. Mais le problème, c'est un problème évidemment de physique. Luis Enrique, il est conscient que Ramos n'est pas à 100%. On l'a vu déjà jouer au Real Madrid face à Chelsea. Évidemment, il est très, très loin de son niveau. Il n'est pas maintenant prêt pour jouer une Euro. Alors, Luis Enrique, c'est un entraîneur avec une personnalité forte, un caractère fort. Et si Ramos n'est pas à 100%, je suis sûr qu'il ne va pas appeler Ramos pour l'Euro. Ça c'est sûr. Pablo, il y a Sébastien, que je salue, c'est un copain et qui est fidèle au poste à chaque fois. La revue de presse le matin sur YouTube, les petits messages sur Twitter et autres. Il y a Seb qui nous dit que Ramos devrait être à l'Euro au-delà du physique, au-delà de sa capacité, juste par rapport à sa notion de leader dans le vestiaire. On sait que dans l'équipe de France, ça s'est déjà passé ça. Mais est-ce que toi, Pablo, tu penses que Luis Enrique est dans ce type de mentalité, ou est-ce qu'il ne va pas se griller une cartouche et préfère avoir un jeune central plein de fougue? À mon avis, je dirais la deuxième option. Ouais. Je pense que Luis Enrique, il aime bien le caractère de Ramos, mais si Ramos n'est pas prêt, je pense que Luis Enrique va préférer faire venir un joueur qui soit à 100% physiquement fort et qui joue pour l'Euro, qu'avoir Ramos seulement pour faire les groupes, pour faire l'ambiance. À mon avis, je ne vois pas Luis Enrique dans ces côtés-là. Mais je dirais que Ramos, s'il est prêt, il va y aller. Sinon, Luis Enrique, c'est un entraîneur. Je me rappelle le problème qu'il a eu avec Messi, par exemple. Il a laissé Messi quelques fois au banc, il a discuté avec Messi. C'est un entraîneur, un sélectionneur avec un caractère aussi très très fort. Je ne pense pas qu'il va s'influencer pour la pression médiatique ou pression du côté des quelques supporters de faire venir Ramos. Je pense que si Ramos n'est pas à 100%, Luis Enrique il va faire venir des autres joueurs, des autres centrales pour l'équipe d'Espagne. Après, à juste titre, pardon, il y a WhatsApp-Boss28 qui nous rappelle que pour l'Euro, la liste a été élargie de 23 à 26. Peut-être que cette nouvelle réglementation permettrait à Luis Enrique de prendre également Ramos. Dis-moi, Pablo, pour ceux qui nous rejoignent, là, parce qu'il y en a qui n'ont pas eu l'info, pour toi, Ramos quitte le Real Madrid, oui ou non, cet été? À mon avis, je dirais que 75% qu'il quitte le Real. Et le Real Madrid, déjà, ça a changé beaucoup ces derniers mois parce que regardez bien, premièrement, l'influence de Militao, qui était un joueur que tout le monde pensait qu'il n'était pas capable de jouer comme défenseur central au Real Madrid. Il a montré qu'il est capable de le faire. C'est un central extraordinaire. Et il a enchaîné déjà 11-12 matchs en Real Madrid. Il est vraiment extraordinaire. Après, le Real Madrid a acheté je pense qu'il va annoncer à la fin de saison l'arrivée des joueurs du Bayern Munich, d'Alaba, dans notre défenseur central. Ramos au PSG, tu le verrais, toi? Moi, le PSG, à mon avis, il a toujours démenti, toujours, pas officiellement, il a démenti toujours qu'il s'est intéressé à Ramos, mais moi, je commence à croire que c'est possible. Parce que, bon, peut-être c'est possible. À mon avis, attention, parce que après, il faut, je envoie un message à tous les supporters du Real Madrid. Ce n'est pas la première fois qu'on a pensé que Ramos... Oui, Manchester United, la Chine... Manchester United, PSG, oui. Et finalement, il s'assoit 10 minutes avec Florentino Pérez. Alors, on est tous amis, on reste 200, et voilà. Et on est tous d'accord dans 2 minutes. Alors, je rappelle que l'agent de Ramos, c'est son frère. Les deux frères, à chaque fois, s'assoient ensemble avec Florentino Pérez pour discuter. Pablo, avant de te laisser tranquillement au cœur de cette soirée, là aussi, pour ceux qui nous rejoignent, rafraîchis-nous encore sur Mbappé.
Est-ce que tu penses que Mbappé va quitter Paris pour rejoindre le Real Madrid cet été? Bon, à mon avis, tout le monde attend la décision de Kylian Mbappé. C'est évident que Kylian, il pense à partir. Sinon, il aurait déjà annoncé sa décision de rester au PSG. S'il n'a pas fait, c'est parce qu'il est en train je ne sais pas si on dit méditer. Oui, réfléchir, penser. De réfléchir sur cette décision, évidemment. Et je dirais que l'ambition de Kylian, tout le monde sait que l'ambition du Kylian, c'est de jouer au Real Madrid. Je pense que tout le monde le sait déjà. Il veut jouer au Real Madrid. Je ne suis pas en train de dire quelque chose d'une exclusive, parce que tout le monde sait que Kylian veut jouer au Real Madrid. La question, c'est quand est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va attendre terminer son contrat l'année prochaine, ou est-ce qu'il est décidé à le faire déjà cet été? Ça, c'est la question. Mais imagine, est-ce que tu penses qu'il n'attend pas également, du coup, la décision de Zizou? Parce que Mbappé à Madrid sans Zizou, ça serait un peu incohérent. Alors que c'est Zizou qui veut Mbappé. Tout le monde veut Mbappé, bien entendu, mais Zizou voulait Mbappé depuis un petit moment. Est-ce qu'il n'attendrait pas également de savoir si Zizou reste, si Zizou s'en va, pour savoir s'il vient ou pas en fonction du nom du nouvel entraîneur? Oui, c'est possible. Bon, je pense que Kylian est décidé de jouer au Real Madrid. Même si Zidane n'est pas au Real Madrid, je pense que les joueurs sont toujours... Les joueurs, évidemment, je ne sais pas une critique, les joueurs sont égoïstes. Ils veulent gagner avec n'importe quel entraîneur. Si c'est Zidane, pour Kylian, c'est beaucoup mieux parce qu'il sait qu'il sera bien accueilli par Zidane. Mais bon, les joueurs pensent toujours à eux-mêmes, c'est évident. Et le Real Madrid, c'est le Real Madrid. C'est pas Zidane, c'est pas Florentino Pérez. Le Real, c'est le Real. Évidemment, c'est important. Je suis d'accord avec toi. Je pense que pour Kylian Mbappé, c'est important de savoir si Zidane est décidé à rester. Ça va être évidemment très important pour lui. Si Zidane part, tu me demandes si peut-être Kylian va décider de ne pas y aller. Je ne pense pas, mais évidemment, c'est beaucoup plus important pour lui que Zidane soit au Real Madrid. Et évidemment, je pense qu'à mon avis, il va venir cette année parce qu'il n'a pas prolongé. Et même si Zidane ne vient pas, je pense que le Real, il va faire un effort. Je pense que le Real va contacter avec les PSG. Il y a une bonne relation. Il y avait une bonne relation, attention, entre Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaifi. Mais avant la Super League. Ouais. Voilà, qui on parlait maintenant. Évidemment, maintenant, c'est compliqué. Et là, il y a un point fort du côté de Nasser maintenant parce que c'est un homme fort du côté de la UEFA. Et évidemment, c'est compliqué pour le Real Madrid. C'est un qui n'a pas, évidemment. Et peut-être Kylian Mbappé qui va se poser cette question aussi. Est-ce que le Real Madrid, finalement, va jouer la Champions League? Parce que on est tout le monde certain dans ces moments-là. Est-ce que le Real Madrid, peut-être, il risque de perdre la Champions League? Je ne crois pas. Mais évidemment, tous les joueurs vont se poser cette question. Je ne veux pas y aller au Real Madrid si le Real Madrid ne va pas jouer la Champions League. Et je pense qu'il y aura un accord entre la UEFA et le Real Madrid finalement. Mais je ne vois pas une Champions League sans le Real Madrid et sans le Barcelone. Mais il y a un gros problème en ce moment-là à propos de la Super League. Ultima pregunta, dernière question. Pablo, demain, tous les matchs espagnols jouent en même temps, 18h30. Attention, le Real Madrid joue sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Madrid doit obligatoirement s'imposer pour rester encore en lice sur la dernière journée. Si le Real Madrid ne s'impose pas et que dans le même temps, l'Atlético réussit à prendre des points face à Osasuna, le titre sera donné à l'Atlético Madrid en cas de victoire dans ces cas-là de l'Atlético. Je montre la une de Marca, Pablo, du dernier match de l'Atlético face à la Real Sociedad. Dans la souffrance, si no sufre, no es el Atleti. Ça, c'est vraiment el Cholo Simeone, partido a partido, final a final. C'est vraiment un grand Atlético cette année. Dis-moi ton dernier verdict. On est à 2 journées de la fin. D'après toi, je sais que c'est chaud là, je t'envoie la patata caliente. Qui sera champion, Pablo? Dis-moi qui est champion. À mon avis, le Real Madrid a une chance d'être champion. S'il est capable de gagner à Bilbao, face à l'Athletic Bilbao demain,
Et j'imagine que l'Atlético Madrid va gagner. Et la dernière journée, ça va être chaud pour l'Atlético Madrid. Et normalement, Valladolid, qui joue le maintien. Journée, qui joue pour garder la première division. La pression, je pense qu'évidemment, c'est beaucoup plus difficile, toujours, c'est beaucoup plus difficile. La pression, c'est toujours beaucoup plus compliqué pour l'équipe qui garde la première place que pour l'équipe qui est derrière. Et on verra si l'Atlético Madrid est capable. Évidemment, ça se joue demain. Et ça va être un match difficile pour le Real Madrid. Beaucoup de blessures, beaucoup d'absences. On verra comment il est capable de revenir le Real Madrid avec tellement de blessures demain. Il y a encore Kroos qui n'est pas là. Il y a défensivement, il n'y a pas de joueurs. Et il va jouer avec des jeunes joueurs de Castilla. Mais s'il est capable, le Real Madrid, de garder sa chance pour la dernière journée, je garde un petit espoir pour le Real Madrid. Mais sinon, ça va être difficile. Évidemment, à mon avis, favori l'Atlético Madrid. Il dépend de lui-même. S'il est capable de gagner ces 2 matchs, il sera champion. Pablo, has estado un fenómeno, te lo digo. Franchement, tu m'as fait un grand plaisir parce que touché par la Covid, en pleine récupération, tranquillement installé, et pour être là avec nous, pour nous donner toutes ces informations pendant 30 minutes, eres un jefe, de verdad. Non, désolé pour les supporters en message. Évidemment, des fois c'est compliqué de s'exprimer en français. Non. J'espère que tout le monde me comprend. Nivel 5 estrellas, niveau 5 étoiles. Voilà. 4. Pablo, je t'embrasse fort. Merci beaucoup et bonne récupération à toi et au plaisir de te retrouver. Merci. Mais on va jouer ça à tout le monde et bon, j'espère que tout profiter la journée de l'Espagne qui va très intéressant demain à Madrid et évidemment à toute l'Espagne pour le championnat espagnol. On va se régaler. Merci beaucoup Pablo et à très vite. Tu as sur le chat beaucoup de remerciements qui te sont directement adressés. Pablo vous l'a dit, demain c'est la grande journée avec une sorte de multiplex. Tous les matchs se joueront à 18h30 demain en Espagne avec l'Atlético, le Real et le Barça. N'oubliez pas qu'avec les copains de NetBet, vous pouvez parier sur n'importe quel match et n'importe quel scénario au sein de ces matchs. Si vous n'avez encore jamais parié avec NetBet, c'est votre premier pari sur cette plateforme, venez avec le code promo Ruiz Club et vous aurez la possibilité d'empocher 160 € cadeau, 150 plus 10 de free bet si c'est votre premier pari avec ce code bien entendu, et il faut être majeur bien évidemment. Soyons responsables sur ce terrain de jeu, soyons assurés d'être majeurs. Nico, est-ce que notre ami Hardy Hasselbrück est avec nous en Allemagne? Bonsoir Hardy. Bonsoir Alexandre. Comment vas-tu? Oh, ça va, merci. Ça fait plaisir de te retrouver. Je suis content, Hardy, de te retrouver ce soir particulièrement parce qu'aujourd'hui, il y a un des joueurs que je préfère en Europe qui a réussi une nouvelle fois un très grand coup. Je vais montrer sa photo parce que je l'adore. Je l'adore. C'est Lewandowski. Lewandowski qui aujourd'hui a égalé le grand record de Gerd Müller qui datait depuis des années. Il a inscrit la même saison 40 buts. 40 buts en Bundesliga. Hardy, ça doit avoir une résonance aujourd'hui très forte. C'est un top player. Oui, bien sûr. Pour l'instant, il est le meilleur joueur du monde. Il a bien égalisé le record de Gerd Müller de l'époque de 71-72. Il faut dire quand même que Gerd Müller, dans cette saison, il n'a même pas tiré les pénaux. C'est-à-dire, c'est peut-être plus valable, son record. Oui, tu as raison. Je montre ces chiffres-là, effectivement, avec ce 40, avec, regardez, Gerd Müller ici sur ce montage et Lewandowski ici. Je montre également, c'était dans les colonnes et de Kicker, dont tu es la grande signature, Hardy. On voyait que depuis le début de la saison, Lewandowski a toujours, c'est la ligne rouge, été au-dessus du nombre de buts marqués par Gerd Müller en cette année 1971-72. Il a toujours été au-dessus, une cadence toujours plus forte que Gerd Müller, et tu le rappelles, sans tirer les pénaltys. Sans tirer les pénaltys. Oui,
bien sûr, bien sûr. Mais quand même, c'est un résultat formidable, il faut le dire. Et à mon avis, il est au sommet. Maintenant, Robert Lewandowski, mais j'ai l'impression qu'il a toujours faim de gagner des titres, de marquer des buts. Est-ce que d'après toi, il y a pas mal de messages là qui arrivent sur la tablette, et notamment concernant le Ballon d'Or. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, Lewandowski, tu m'as dit que c'était le meilleur joueur du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, Lewandowski, pour toi, mérite le Ballon d'Or? Oui, Oui. bien sûr. C'est plus Tout fort à pour fait. c'est plus fort pour toi aujourd'hui que Kylian Mbappé, que Messi, que Cristiano, que Neymar, que Haaland, c'est plus fort que Il est plus Benzema. fort. Il a même pas eu sa crise. Il a eu 4 semaines de blessure au printemps et après il est revenu comme toujours. Il a marqué. Le Bayern qui s'est imposé une nouvelle fois aujourd'hui. Hardy, je voulais qu'on salue le travail de Hansi Flick. Il va donc quitter le Bayern Munich. Tu nous avais annoncé cette information en exclusivité pour nous dire qu'il avait, ça y est, donné son départ du Bayern Munich. Il va donc vraisemblablement rejoindre la Nationalmannschaft en succédant à Jogi Löw au terme de l'Euro. Qu'est-ce qui, pour toi, a caractérisé le cycle de Flick au Bayern Munich? C'est l'humilité, à mon avis. Il a une bonne personnalité. Je ne veux pas dire qu'il est copain avec les joueurs, mais il a une très très bonne relation avec les joueurs. Et ça, c'est l'essentiel dans un grand club comme ça. On le voit effectivement avec ses montages et tous ces titres qu'il a trustés. Et du coup, ma question suivante, elle est toute simple, Hardy. Est-ce que Nagelsmann, on en a parlé ensemble, aujourd'hui le coach le plus cher du monde, le Bayern Munich a mis 25 millions d'euros pour aller le chercher, c'est un record aujourd'hui dans le transfert d'un entraîneur. Est-ce que Nagelsmann, d'après toi, va avoir ce type de relation avec les joueurs, que ce soit le quotidien Bild ou vous, dans les pages de Kicker, vous parlez souvent de ça. Est-ce qu'il a ce profil de management, comme a pu l'avoir Flick? Non, je ne crois pas pour l'instant, parce qu'il n'a pas l'expérience qu'il faut dans un club que le Bayern. Le problème, c'est aussi qu'il est très jeune encore. À mon avis, comme entraîneur, il est instable, c'est-à-dire il tente des choses, mais au Bayern, il faut autre chose. Il faut accepter les grands joueurs comme Robert Lewandowski, comme Manuel Neuer, comme Thomas Müller et tous les autres. Alors, il faut bien qu'il s'adapte là-bas. Ouais, c'est une clé intéressante que tu nous dis là, parce que souvent dans des grands clubs comme ça, il faut être adoubé par les classiques du club, comme au Real Madrid avec Ramos, comme à la Rome du temps de Totti, où il fallait que Totti te rencontre et que tu sois adoubé. C'est la même chose au Bayern Munich. Il faut que les Lewandowski, les Müller, les Neuer t'acceptent pour pouvoir avoir la main. Oui, 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 bien sûr. Il faut des bonnes relations. Je crois que c'est quand même l'essentiel pour un entraîneur. Surtout, il arrive, il est jeune, il a que 33 ans. Alors, il faut bien s'adapter là-bas. Il y a Maître Doudou qui te pose cette question. Est-ce que Guardiola avait cette relation avec les joueurs? Non, je ne crois pas. C'est ce qui a fait qu'il est parti? Je ne crois pas. Oui, ouais. C'est bien possible. C'est vrai? C'est bien possible, oui. Et du coup, dans l'effectif de l'année prochaine du Bayern Munich, quels sont les joueurs, hormis Upamecano, puisqu'il va l'amener dans ses valises? Donc on a bien compris que le défenseur central français, automatiquement, sera dans le camp de Nagelsmann. Quels sont les joueurs qui sont portés à être ces centurions, ces chevaliers? Est-ce que ce sont plus du coup les jeunes, comme les Kimmich ou encore Davis? Est-ce qu'il va devoir s'appuyer peut-être sur les jeunes avec Hernandez pour avoir un contrepoids vis-à-vis des vieux, pardon, entre guillemets? Oui, c'est vrai que bon, il y a Kimmich partout. C'est le petit chef, je veux dire.
mais c'est aussi son copain Leon Goretzka qui est très important pour cette groupe. Bon, Alphonso Davies, c'est un arrière gauche, il court vite, c'est tout pour l'instant. C'est assez pour lui. J'aime bien quand tu me donnes les définitions comme ça, très, très sèches. On comprend le message derrière tes propos. En parlant de ça, en parlant de latéral, il y a des questions qui te sont posées là, Hardy, sur le chat. Et on te pose notamment une question sur Achraf Hakimi. Est-ce que tu penses que le Bayern Munich vise Achraf Hakimi de l'Inter? Non, non. À mon avis, le Bayern, ils n'ont plus les moyens parce qu'ils ont payé cher pour engager Nagelsmann. Et comme j'ai entendu le président du club, il a dit il n'y a pas de grands transferts cet été. Et en parlant de transfert, d'ailleurs, je voulais que tu me donnes ton avis sur ça, là. Parce que tu me parlais de Kimmich, qui était le petit chef aujourd'hui. Il a décidé de prolonger son contrat avec le Bayern Munich et il l'a fait à la mode De Bruyne. De Bruyne, qui à Manchester City s'est séparé de ses agents pour gérer lui-même sa prolongation de contrat. C'est exactement ce qu'a fait Kimmich, hein. C'est ça, Hardy? Oui, c'est ça. C'est ça, parce que bon... à mon avis, c'est un mec très, très intelligent. Kimmich, il sait le faire et c'est pas nécessaire qu'ils ont des conseillers à côté. Est-ce que, je te pose les questions comme ça qui tombent en vrac, hein, t'es OK, Hardy? Est-ce que Coco Tolisso, c'est la petite bordure qui nous dit ça, est-ce que Coco Tolisso va rester au Bayern? Il est en phase de récupération, ça y est, hein, il la termine et il semble OK pour jouer. Est-ce qu'il va rester au Bayern pour toi? Oui, je crois qu'il va rester. Il faut qu'il prolonge son contrat parce que c'est fini maintenant, normalement, mais il n'y a pas de marché de transfert, à mon avis, cet été, à cause de la pandémie. Les clubs, ils n'ont pas des moyens. C'est pour ça, je crois que Coco, il va prolonger au Bayern. Je te pose la même question posée par González Blanco qui nous dit Coman, Kingsley, tu le gardes au Bayern, toi? Il reste? Oui, il reste. Il n'a pas prolongé pour l'instant, mais il va rester. C'est aussi, il se plaît là-bas à Munich. Il n'y a pas d'autre club, à mon avis. Je bascule un peu de club en club parce qu'il y a beaucoup de questions qui tombent. Hardy, du côté de Leipzig, du coup, Nagelsmann s'en va. Beaucoup de joueurs s'en vont, des cadres, avec notamment l'ami Upamecano, Konaté qui s'en va également, plus donc Nagelsmann. Et il y a beaucoup de critiques qui s'abattent sur le boss Oliver Mintzlaff, le boss de Leipzig. Que va faire ce club qui était très compétitif, mais qui va perdre beaucoup de cadres, plus son entraîneur? Est-ce que c'est un club qui est capable de rester à niveau? Oui, à mon avis, c'est bien possible parce qu'ils ont des bonnes relations naturellement avec le club de Salzbourg. En cas où ils vont engager des joueurs de là-bas et eux, ils ont l'expérience de former des talents et Leipzig en profite. Même s'il y a des critiques vis-à-vis de Oliver Mintzlaff, mais lui, c'est un économiste. Alors, il regarde bien l'un côté et l'autre côté. Regarde, je te pose les questions en même temps. Il y a VG Togotan qui nous dit Hernandez, il reste? Le français? Oui. Oui? Oui, bien sûr. Pas d'équivoque, pas de possibilité de départ, pas de réflexion? Non. Aucune, voilà qui est réglé. Réponse. Pas du tout, parce qu'ils ont payé cher et pour l'instant, ils sont très contents avec ces matchs. Alors, à mon avis, il n'y a aucune raison qu'il part.
Djabel Guirassi qui nous dit Pavard, il est important encore au Bayern ou pas? Tu nous en avais déjà parlé, les jours ont passé. Est-ce qu'il a toujours cette importance et est-ce qu'il va rester dans les plans de Nagelsmann pour la saison prochaine? Oui, je ne vois pas d'autres joueurs parce que il a la sécurité. C'est le meilleur arrière droite. Et comme tu le sais, le PSG cherche aussi arrière droite. Exact. C'est difficile à trouver, les arrières. Exact. Les latéraux à droite sont compliqués à trouver. Effectivement, Pavard est une pépite, du coup, qu'il faut mieux garder côté Bayern Munich. Hardy, je parlais tout à l'heure de l'Euro avec Michela. J'en parlais avec également Pablo. L'Euro arrive, là, on est à moins de 30 jours. J'ai en tête le Bayern avec le petit Musiala, qui est une véritable bombe. La petite pépite. Il va rester, lui, d'ailleurs? Musiala, on le garde? Oui, pour longtemps. Pour longtemps. Mais à mon avis, c'est trop tôt pour lui de jouer l'Euro. Ah, ça c'est intéressant parce que je vais rappeler un peu ce qui se passe. Musiala a dû être convaincu par Joachim Löw de jouer avec la National Mannschaft parce qu'il a grandi en Angleterre, il a joué avec les jeunes des sélections anglaises et Joachim Löw a dû aller le séduire pour lui dire viens avec nous à la National Mannschaft. J'ai en tête, Hardy, bon nombre de jeunes qui choisissent une nationalité sportive très tôt pour jouer très vite une compétition internationale et qui ensuite se retrouvent grillés parce qu'ils évoluent, ils sont plus mûrs, ils pourraient jouer avec un autre pays et ils sont barrés. Je pense notamment à ce qui s'est passé en Espagne avec le petit Mounir qui avait été pris par Del Bosque et heureusement les fédérations internationales se sont accordées pour le libérer et finalement qu'il puisse jouer avec le Maroc. Est-ce que tu penses que ça peut se passer également avec Musiala? C'est trop tôt pour qu'ils disent oui à l'Allemagne? Oui, c'est mon avis parce que bon, c'était un bon joueur pour le Bayern quand il est rentré dans les matchs, c'est sûr, mais pour l'équipe nationale, à mon avis, c'est vachement trop tôt. Quelles sont les chances de l'Allemagne aujourd'hui pour cet Euro, Hardy? Est-ce que Löw a le groupe? On dirait que tout est possible, mais dans le groupe qu'ils ont, c'est dur. Je vois d'abord la France avec le meilleur entraîneur national, avec Guédé. Je vois aussi la qualité de la groupe portugaise. C'est incroyable les talents qu'ils ont. Plus Cristiano Ronaldo et pour toi Didier est à date. Pour toi, Didier Deschamps est aujourd'hui le meilleur sélectionneur à l'international? Ah oui? Oui. Devant qui? Bien sûr. Devant qui? C'est difficile à dire parce que pour l'instant, bon, tu sais que ici en Allemagne, on n'est pas content avec Jogi Löw. Oui. En Angleterre, Southgate, c'est un bon entraîneur, à mon avis. En Espagne aussi, avec Luis Enrique, c'est un bon entraîneur. Il y en a d'autres, par exemple Shevchenko en Ukraine. Oui, même bien s'il joué. n'a pas la personnalité là-bas, mais il a fait des bonnes choses là-bas avec cette équipe. Mais quand même, à mon avis, c'est Dédé le meilleur. Hardy, tu dis pas ça parce que tu es avec nous en France, là, hein? Non. Je le connais il y a longtemps et je crois qu'il a tout vécu comme joueur et ça, c'est son grand avantage. Et je peux te poser une question, s'il te plaît, sur ce qui s'est passé du côté de la fédération. Pardon, mais c'est une histoire un peu sombre qui ne m'a pas plu du tout. Le président de la fédération, le président Keller, qu'on voit là, a été visé
par l'ensemble de la presse, même la presse qui n'est pas sportive, hein, la presse générale en Allemagne, sur une affaire un peu sombre où on voit le patronyme de Hitler qui est là, on voit des insignes nazis. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire? Bon, avec la fédération, c'est une longue histoire déjà. Pour l'instant, à mon avis, c'est le sommet de la crise. C'est vraiment la guerre des fonctionnaires. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Keller, il va se retirer. Mais pour l'instant, il n'y a aucun d'autre. Alors, il y aura des candidats, mais c'est difficile avec la fédération. Tu sais que c'est la plus grande fédé du monde, avec plus que 7 millions de membres, mais il n'y a pas de structure et surtout, il n'y a pas de personnalité. Hardy, mille merci d'avoir été avec nous pour nous offrir tout ça. Je vais retenir Lewandowski Ballon d'Or et Dédé meilleur sélectionneur. Magnifique. Merci Hardy. Bonne soirée, merci. À très bientôt. Tanke, Hardy Hasselbrück avec nous, la grande plume de kicker. Les amis, restez avec nous parce que dans un instant, le chat NBA, toute l'équipe de First Team, bien évidemment, pour vous accompagner en ce samedi soir. Il est quasiment 22h30, quelques secondes encore pour remercier. Vous remerciez vous de votre fidélité. On échange via le hashtag Ruiz Club un peu partout et merci à toute l'équipe là. Tous les cadors, ils sont là en régie. Ils sont là, toute la troupe, avec Nico Cardel, avec Morgan, Lucas, Thomas, Guillaume, merci les gars. Merci de m'avoir accompagné une nouvelle fois ce soir. Merci à vous tous de votre fidélité. Vous ne bougez pas. Toute l'équipe NBA arrive. Nous, on se retrouve demain, soirée viewing spéciale journée Ligue 1 demain soir. À demain les amis.